Kenichi est un salarié japonais ordinaire. Un jour, alors qu'il se surmène comme d'habitude, il s'effondre sur le sol. Normalement, il devrait être envoyé dans un autre monde, mais dans le cas de Kenichi, il survit et intente un procès à sa société pour pouvoir prendre sa retraite dans une ferme. La vie se passe plutôt bien pour lui, mais tout à coup, alors qu'il se prépare à manger, il disparaît et apparaît au milieu d'une forêt. Il essaie de regarder autour de lui pour comprendre où il se trouve, mais tout ce qu'il trouve, c'est le squelette d'un chevalier déchu et un tas de plantes inconnues. Il a regardé beaucoup d'animes au cours de sa vie, et il sait qu'il s'agit probablement d'une aventure isekai. Pour le confirmer, il crie « Fenêtre d'état » pour voir s'il se passe quelque chose. À sa grande surprise, son écran de statut s'affiche, ce qui signifie qu'il est définitivement coincé dans un autre monde, et honnêtement, cela ne le dérange pas. Il vérifie son statut, mais il est un peu confus car il ne voit pas de barre de HP à l'écran. En revanche, il dispose de son compte Amazon, ce qui lui permet de faire autant d'achats impulsifs qu'il le souhaite. Il a également accès à une boîte à objets, alors il ramasse une poignée d'herbes pour tester les possibilités de la boîte à objets. Il met les mauvaises herbes dans sa boîte à objets et se rend compte qu'il peut séparer et récupérer les composants individuels des objets qu'il y met. Il décide également de tester le magasin et y jette un coup d'œil, mais malheureusement, il a toujours besoin d'argent pour acheter des objets. Un message indique qu'il peut échanger les objets de sa boîte contre de l'argent, mais pour l'instant, tout ce qu'il a, c'est de l'herbe, qui ne vaut pas grand-chose. Il n'a littéralement rien de valable à échanger contre de l'argent, et à ce rythme, il va probablement mourir de faim. C'est alors qu'il remarque l'équipement brillant du chevalier mort, et comme il est mort de toute façon, ce n'est pas comme s'il en avait encore besoin. La première chose que fait Kenichi est d'acheter des produits de première nécessité et du pain au magasin. Ensuite, il enterre le squelette du chevalier pour lui rendre hommage et quitte la région sur le nouveau vélo qu'il a acheté. Il est à la recherche d'un village pour parler à des gens et gagner de l'argent, mais il n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve. Pour l'instant, il décide d'établir un campement pour la nuit, car il ne trouvera rien aujourd'hui. Cependant, s'il ne trouve pas de ville, il prévoit de revendre certaines des choses qu'il achète au magasin pour en tirer un énorme profit. S'il y parvient, il devrait pouvoir survivre et s'épanouir dans ce monde. Mais il y a un problème, jusqu'à présent, Kenichi n'avait pas pensé qu'il serait dangereux de se trouver au milieu des bois. Une fois la nuit tombée, il se retrouve encerclé par une meute de loups qui n'ont pas l'air d'être amicaux. Kenichi panique car il sait qu'il est mort s'il n'agit pas rapidement. Il se tourne donc vers son magasin et essaie immédiatement d'acheter le plus gros fusil qu'il puisse trouver. Malheureusement, il n'y a pas d'arme à feu, alors il se contente d'acheter un tas de feux d'artifice. Les feux d'artifice effraient un peu les loups, mais ce n'est finalement pas suffisant pour se débarrasser d'eux. Kenichi se met alors à chercher autre chose et finit par trouver un lance-pierre qu'il utilise pour tirer des balles sur les loups. La force des balles est telle qu'elle assomme quelques loups et pousse les autres à reconsidérer leurs options, car Kenichi n'est manifestement pas une cible aussi facile qu'il le pensait. Une fois que les loups ont reculé, Kenichi se précipite sur son vélo et s'enfonce dans la nuit pour s'éloigner le plus possible du territoire des loups. Le lendemain matin, Kenichi est épuisé par tout ce qu'il a fait à vélo, mais il n'a toujours aucune idée de l'endroit où il se trouve. Il achète une échelle et un télescope pour pouvoir grimper dans un arbre et observer ce qui l'entoure. Heureusement, il parvient à apercevoir une ville au loin, ce qui devrait lui permettre de commencer à gagner de l'argent s'il s'y rend. Il commence son long voyage à travers les prairies, mais lorsqu'il arrive enfin à la route principale, il manque de se faire écraser. Le conducteur de la charrette s'excuse d'avoir failli le renverser, et comme il se sent mal, il propose à Kenichi de l'emmener en ville. Il se présente comme étant Fuyu, un marchand, et celle qui se trouve à l'arrière du chariot est une barde itinérante, elle est donc une passagère. Pendant le trajet, Fuyu remarque que Kenichi est habillé de façon plutôt étrange. Il lui demande alors pourquoi il se rend en ville, et Kenichi répond qu'il a l'intention d'y ouvrir un commerce. Ils finissent par franchir les portes de la ville, Fuyu dépose Kenichi devant son magasin et ce dernier l'aide à décharger sa cargaison. Fuyu remercie Kenichi pour son aide, mais c'est Kenichi qui devrait être reconnaissant car Fuyu l'a vraiment aidé. Pour montrer sa gratitude, il donne à Fuyu un sachet de poivre, mais lorsque Fuyu comprend ce que c'est, il avertit Kenichi de ne pas le vendre dans cette ville. Il existe une mafia des épices appelée Pikoba, qui détient un monopole total sur le marché des épices. Si Kenichi essaie de les concurrencer, il pourrait envoyer des assassins à ses trousses. Kenichi n'avait pas réalisé que le simple fait de vendre ses produits pouvait être aussi dangereux, et il est donc reconnaissant à Fuyu de l'avoir prévenu. Normalement, Fuyu ne voudrait pas risquer d'attirer l'attention de Pikoba, mais comme il s'agit d'une affaire privée entre lui et Kenichi, il décide d'acheter le poivre. Kenichi essaie de lui dire qu'il n'a pas à le payer, mais Fuyu insiste, car un marchand n'accepte jamais rien gratuitement, car cela signifierait qu'il doit une faveur à Kenichi. Kenichi peut comprendre cela, il accepte donc le paiement de Fuyu, mais même s'il a fait une réduction à Fuyu, il a quand même gagné beaucoup plus que ce à quoi il s'attendait. Il n'a payé que 1000 yens pour ce poivre, mais Fuyu l'a payé l'équivalent de 100 000 yens.
Kenichi se promène un peu dans la ville et finit par trouver une auberge et un restaurant locaux. Il y entre et est accueilli par l'hôtesse, Azalea. Il lui dit qu'il est ici pour se loger et qu'elle sera ravie de l'aider, alors elle le conduit à la réception. Le prix d'une chambre est d'une pièce de cuivre, et le paiement doit être effectué à l'avance. Kenichi lui donne donc l'argent. Il ne reste plus à Kenichi qu'à écrire son nom sur le contrat, mais Kenichi se rend soudain compte qu'il ne sait pas écrire dans la langue du pays. Azalea remarque les vêtements étranges de Kenichi et lui demande s'il est une sorte d'ambassadeur étranger, mais Kenichi lui répond qu'il est juste en ville parce qu'il veut monter sa propre affaire. Azalea lui apporte son soutien, mais elle ne pense pas que Kenichi sera accepté par la guilde des marchands, qui exige de ses membres qu'il sache lire, écrire et compter, ce qu'il ne sait apparemment pas faire. Kenichi sait parfaitement lire et écrire, mais il ne comprend pas la langue de ce pays. Quant aux mathématiques, il est plutôt doué, donc cela ne devrait pas poser de problème. Azalea ne croit pas que Kenichi sache vraiment faire des maths, alors elle lui pose un problème de multiplication de base pour le tester, et Kenichi répond instantanément, ce qui fait de lui un génie des maths dans ce monde. Azalea l'aide à écrire son nom sur le contrat, et comme Kenichi a besoin d'apprendre à lire et à écrire, il lui demande si elle serait prête à lui apprendre la langue de ce pays. Il lui propose de lui donner des bonbons en échange des leçons de langue, et lorsqu'elle entend « bonbons », elle est tout à fait d'accord. Il est pratiquement impossible de se procurer des bonbons dans le royaume de Kaden, car seuls les nobles ont le droit d'acheter ce genre de choses. En fait, si les nobles découvraient qu'elle a de si belles friandises, ils essaieraient probablement de les lui prendre, mais elle refuse que cela se produise. Une fois qu'Azalea s'est calmée, elle commence à enseigner à Kenichi la langue de ce monde, qui est assez facile à comprendre pour lui puisqu'elle est similaire au katakana du japonais. Les chiffres suivent également le même système décimal, si bien que Kenichi ne tarde pas à savoir lire et écrire parfaitement. Azalea est stupéfaite qu'il ait pu apprendre la langue en seulement quelques heures, et s'il peut faire cela, alors il est certainement assez intelligent pour se faire un bon nom en tant que marchand, et elle commence donc à le considérer comme un bon partenaire de mariage. Kenichi pense qu'Azalea plaisante, puisqu'il est assez âgé pour être son père, et ne prend donc pas sa déclaration au sérieux. Il termine le portrait qu'il avait dessiné d'elle, et quand Azalea le voit, elle est folle de joie parce qu'il lui ressemble exactement, et normalement, seuls les nobles ont droit à leur portrait. Kenichi lui a donné de délicieux bonbons et a dessiné un portrait pour elle, elle ne peut donc pas le laisser partir sans lui donner quelque chose en retour, c'est pourquoi elle lui saute dessus, et cette nuit-là, Kenichi fait un clap. Le lendemain matin, Kenichi se rend à la guilde des marchands et rencontre l'un des représentants car il souhaite s'inscrire. Le représentant lui donne des documents à remplir, et une fois qu'il a terminé, il n'a plus qu'à payer les frais d'inscription pour devenir officiellement membre de la guilde marchande. Les frais d'inscription s'élèvent à une pièce d'argent, mais cela représente environ 50 000 yens. Il ne peut donc pas se permettre de tout payer en une seule fois et demande à payer en plusieurs fois. Heureusement, la guilde autorise les paiements partiels, et Kenichi est désormais un membre officiel de la guilde des marchands. La réceptionniste lui remet une carte d'identité et lui demande de la garder en évidence chaque fois qu'il fait des affaires, car elle sert de preuve qu'il fait partie de la guilde des marchands. Maintenant qu'il s'est inscrit, Kenichi décide de se promener dans le marché pour voir combien coûtent les choses ici. Dans l'ensemble, tous les produits manufacturés sont beaucoup plus chers que s'ils étaient achetés dans son magasin. Les seules choses dont le prix est raisonnable sont les produits alimentaires, alors Kenichi achète un sac de fruits à un vendeur. Le lendemain, Kenichi travaille à la création d'un stand pour pouvoir vendre ses produits en ville, et Azalea est impressionné par la facilité avec laquelle il l'a fabriqué. Pendant que Kenichi installe quelques prospectus, Azalea remarque qu'il utilise des pinces à linge, qui l'intéressent beaucoup car leur design est vraiment sympa. Les pinces à linge qui existent dans ce monde sont faites de bois et d'un élastique, mais elles se cassent si facilement qu'elles sont pratiquement inutiles. Elle demande à Kenichi s'il les vend aussi, mais ce dernier n'avait même pas envisagé que quelque chose d'aussi simple que des pinces à linge puisse avoir autant de valeur. Plus tard dans la journée, Kenichi se rend au marché pour son premier jour en tant que marchand et trouve un bon emplacement à côté d'une vieille dame. Il lui demande si elle est d'accord pour qu'il y installe son étalage, et elle n'y voit aucun inconvénient, alors Kenichi sort son étalage de sa boîte à objets. Hanama est impressionnée par la sélection de marchandises de Kenichi, elle regarde un peu autour d'elle et repère les pinces à linge qu'il vend. Comme elle les aime beaucoup, elle propose d'en acheter quelques-unes, ce qui surprend Kenichi, qui ne pensait pas qu'elle voudrait soutenir son concurrent. Hanama lui fait remarquer qu'il n'y a pas de règle interdisant d'acheter chez lui, et qu'en plus, elle n'a pas l'intention d'avoir une sorte de rivalité avec lui de toute façon. Au fur et à mesure que la journée avance, l'étal de Kenichi commence à attirer des clients, si bien que ses marchandises se vendent rapidement. En particulier, les pinces à linge sont devenues très populaires en raison de leur fiabilité, si bien que Kenichi pourrait probablement vivre de leur seule vente. Cependant, il sait que d'autres personnes finiront par créer des pinces à linge similaires, et il ne peut donc pas compter sur elles éternellement. À ce moment-là, un homme s'approche de l'étal de Kenichi, et d'après le fait qu'il porte une épée à la hanche et des vêtements finement confectionnés,
Kenichi peut dire qu'il doit s'agir d'un noble. L'homme dit qu'il veut voir le couteau de Kenichi, alors Kenichi le laisse le tester. Lorsque l'homme est satisfait des tests de tranchant, il demande le prix. Kenichi lui dit que le couteau coûte 2 pièces d'argent, ce qui est assez cher, mais l'homme comprend pourquoi, car ce couteau est d'excellente facture. Il aimerait bien l'acheter, mais il a besoin d'une lame un peu plus longue. Kenichi vérifie donc dans son magasin s'il n'y a pas quelque chose de plus grand, et il finit par trouver un katana. L'homme adore le katana, mais Kenichi lui dit que le prix est d'une pièce d'or, ce qui est très cher, et l'homme ne sait pas s'il doit l'acheter ou non. Alors que Kenichi regarde l'homme essayer de se convaincre que le sabre est une dépense nécessaire, une fille chat commence à renifler son visage et à le lécher. C'est la première fois que Kenichi voit un peuple de bêtes, il est donc un peu effrayé au début, mais il se calme rapidement et leur demande ce qu'elles veulent acheter. Ils lui disent qu'ils veulent le tissu qu'il utilise pour couvrir son étal, et qu'à l'origine, ce tissu n'était pas destiné à être vendu, mais Kenichi est un homme d'affaires, alors s'ils veulent le tissu, il le vendra. Il leur dit qu'un tissu coûte 3 pièces de cuivre, mais que s'ils veulent en acheter 3, il leur fera une réduction et ne leur demandera que 8 pièces de cuivre. C'est une bonne affaire pour eux, mais le peuple des bêtes est vraiment mauvais en maths, donc ils ne comprennent pas du tout ce que Kenichi a dit et pensent qu'il essaie de les arnaquer. Le noble dit au peuple des bêtes que Kenichi leur dit la vérité et qu'ils n'ont donc pas à s'inquiéter de se faire arnaquer, alors il le croit sur parole et achète les tissus. L'homme décide également d'acheter l'épée car elle est incroyablement bien faite, et à la fin de la journée, Kenichi fait un très bon profit. Pendant ce temps, ailleurs dans la ville, une servante qui a acheté les pinces à linge de Kenichi les montre à sa maîtresse, Primula. Margaret demande à Primula si elles peuvent les utiliser dans le manoir car elles lui faciliteraient beaucoup le travail. Primula trouve que c'est une bonne idée et dit à Margaret d'aller en acheter d'autres demain. Mieux encore, elle veut vendre ses pinces à linge dans sa propre entreprise, car c'est une mine d'or d'opportunités, et elle s'en va demander la permission à son père. Ce soir-là, Kenichi prend un bain au bord du puits, et il aimerait vraiment avoir un bain chaud, mais les bains chauds n'ont pas encore été inventés, alors il va devoir en fabriquer un lui-même. Il regarde dans le magasin pour voir s'il y a quelque chose qu'il pourrait utiliser pour faire un bain chaud et trouve par hasard un tonneau à vendre. Il a donc l'intention de le remplir d'eau et de le mettre sur le feu pour qu'il puisse à nouveau prendre un bain chaud. Si son idée fonctionne, il pourra peut-être en tirer profit. Par ailleurs, Kenichi a beaucoup profité de l'écran de sa boutique en ligne, mais il n'a aucune idée de son fonctionnement ni de la façon dont les colis lui parviennent. Pour être honnête, c'est bien trop beau pour être vrai, et Kenichi craint qu'on lui vole son âme en guise de compensation, mais pour l'instant, il ne sert à rien de s'inquiéter, alors il décide d'aller dormir. Pendant ce temps, dans la forêt, il y a une petite fille nommée Anémone, et elle est actuellement en fuite. Le lendemain, alors que Kenichi prépare son magasin, il décide de mettre à jour son inventaire et met en vente quelques bijoux. Ce ne sont pas des pierres précieuses, mais elles sont jolies, et il devrait pouvoir en tirer un bon profit. C'est à ce moment-là que Margaret, la servante d'hier, arrive et dit qu'elle est venue acheter d'autres pinces à linge à Kenichi. Il lui demande combien elle veut en acheter et est surpris d'entendre qu'elle en veut 100, mais elle a l'argent pour cela, alors il finalise la vente. Alors qu'il emballe les épingles pour elle, Margaret remarque certains des bijoux qu'il a disposés et demande s'ils sont faits de vrais diamants. Kenichi lui répond que les bijoux sont tous faits de verre poli, mais qu'ils sont tout de même très beaux. Margaret lui demande donc d'en mettre un de côté pour qu'elle puisse revenir l'acheter plus tard. Les affaires continuent comme d'habitude pendant le reste de la journée, mais juste au moment où Kenichi s'apprête à fermer boutique pour la journée, les fous de bêtes de la veille reviennent dans sa boutique. Ils ont l'air plutôt sérieux et Kenichi craint qu'ils ne soient là pour le battre, mais Mireille s'approche de son visage et dit aux autres qu'elle sent une odeur d'épices venant de lui. Les autres bêtes commencent à faire la fête et demandent à Kenichi de leur vendre quelques-unes de ces épices, mais celui-ci hésite à le faire après ce qu'il a entendu sur le syndicat des épices. Il n'a aucune idée de la façon dont ils opèrent et de ce qu'ils lui feront s'ils découvrent qu'il vend des épices, alors il ne veut pas prendre le risque. Les hommes bêtes ne cessent de le supplier de faire une exception, mais les habitants de la région leur disent qu'ils ne peuvent pas s'attendre à ce qu'un nouveau venu comme Kenichi prenne des risques pour eux, et les hommes bêtes semblent avoir compris le message. Kenichi ne peut pas leur vendre d'épices, mais il n'enfreint aucune règle s'il partage un repas avec eux. Il invite donc le groupe à venir manger avec lui, mais il devra le faire dans les bois pour ne pas attirer l'attention. Les fous de bêtes sont très heureux d'entendre cela, et plus tard dans la nuit, ils rejoignent tous Kenichi et Anama à la périphérie de la ville, pour qu'ils puissent commencer à cuisiner. Kenichi est sur le point de commencer à cuisiner quand Anama lui demande si elle peut l'aider, alors il lui dit de couper quelques légumes pour lui. Cependant, quand Anama regarde les légumes, elle n'arrive pas à croire à quel point ils sont vibrants et juteux. Kenichi lui explique qu'il les a achetés dans un pays étranger et lui garantit qu'ils ont vraiment bon goût. Pendant que Kenichi et Anama travaillent sur les légumes, Miale et les autres fous de bêtes sont occupés à pêcher des poissons dans la rivière, et ils parviennent bientôt à en attraper une bonne quantité. Maintenant que tous les ingrédients sont prêts, Kenichi commence à préparer le poisson avec les épices et jette le tout dans une marmite pour le faire cuire un moment,
ce qui donne finalement un repas que les fous de bête adorent. Ils n'ont jamais rien goûté de tel auparavant, et sont donc très reconnaissants pour ce repas, mais toute cette bonne nourriture leur donne une envie folle d'alcool. Hanama leur demande de faire preuve de retenue, car l'alcool est très cher, mais Kenichi ne voit pas d'inconvénient à leur en donner un peu à boire. Il sort donc une bouteille d'alcool bon marché et leur verse 2 verres, mais en échange, il leur demande de jurer qu'ils ne parleront jamais à personne du repas qu'il leur a préparé. Hanama avertit Kenichi qu'il est un peu trop généreux, mais il ne voit rien de mal à laisser les bêtas s'amuser, d'autant plus qu'ils ont l'air de bonnes personnes. Cette nuit-là, ils boivent ensemble, se baignent ensemble et finissent par s'endormir à la belle étoile, et Miele semble vraiment apprécier Kenichi à présent. Le lendemain matin, Kenichi revient à l'auberge et Azalea est un peu contrarié parce qu'il est resté dehors toute la nuit. Kenichi essaie d'expliquer qu'il n'a fait que passer la nuit avec un couple de beast folk à l'extérieur de la ville, mais à en juger par la fourrure de femme-chat sur sa veste, elle pense que Kenichi a fait bien plus que passer la nuit, et elle est furieuse qu'il ait choisi de le faire avec une femme-chat plutôt qu'avec elle. Plus tard dans la journée, Kenichi prépare son magasin pour une nouvelle journée de travail, mais pendant qu'il le fait, Margaret arrive avec Primula pour visiter le magasin de Kenichi. Kenichi est d'abord distrait par la beauté de Primula, puis il remarque Margaret debout derrière elle et réalise qu'elles doivent être ici pour acheter le collier que Margaret lui a demandé hier. Il l'apporte et Margaret le paie avant de le donner à Primula pour qu'elle puisse l'inspecter. Vu la qualité de la fabrication, elle a du mal à croire qu'il n'est pas fait de vrais diamants. Elle lui demande s'il en a d'autres en stock, alors Kenichi en achète plusieurs dans son magasin et les lui montre. Primula est incroyablement impressionnée par la qualité des produits de Kenichi et par le fait qu'il possède une boîte à objets. Elle a une requête à lui faire, elle lui dit qu'elle est la fille du propriétaire de la Malo Trading Company, et que si Kenichi veut bien l'accompagner, elle aimerait le présenter à son père. Kenichi apprécie l'idée de rencontrer la propriétaire d'une importante société commerciale, mais il hésite à rencontrer des gros bonnets, car cela pourrait lui causer des ennuis. Cependant, Hanama lui dit que le père de Primula est bien connu en ville et que tout le monde dit que c'est un homme de bonne moralité, donc Kenichi n'a pas à s'inquiéter d'avoir des ennuis avec lui. Kenichi accepte donc d'accompagner Primula, qui l'invitait à se joindre à elle dans sa calèche pour rencontrer son père. En chemin, Primula lui montre des répliques de pinces à linge qu'elle a fabriquées, et bien que la forme en bois soit assez facile à copier, la pince en métal était trop complexe à fabriquer pour son artisan. Kenichi comprend pourquoi ils n'ont pas réussi à trouver la solution, car même lui ne sait pas comment les ressorts sont fabriqués, mais il sait que c'est un processus compliqué. Ils finissent par arriver à la maison de Primula, et Kenichi est stupéfait de voir à quel point elle est immense, mais comparée aux maisons des nobles d'ici, Primula dit qu'elle est en fait assez petite. Ils entrent et Kenichi est présenté au père de Primula, Malou. Ils se saluent tous les deux et Malou invite Kenichi à s'asseoir pour qu'ils puissent commencer leur discussion. Une fois installé, Kenichi montre à Malou quelques-uns des bijoux qu'il possède, et Malou est aussi impressionné que Primula. De plus, Primula lui dit que Kenichi possède une boîte à objets, ce que Malou trouve intéressant car il en a une lui aussi. C'est grâce à sa boîte à objets qu'il a pu monter sa société commerciale à ce niveau. Il pense donc que Kenichi pourrait réussir en l'utilisant correctement, même si pour l'instant, il ne l'utilise que pour stocker ses provisions. Quoi qu'il en soit, la raison pour laquelle Malou souhaitait rencontrer Kenichi est qu'il voulait discuter de la possibilité que Kenichi devienne le fournisseur officiel de la société Malou. Kenichi s'attendait à une telle proposition et suppose que Malou a l'intention de la commercialiser de manière à maximiser ses profits. Cependant, si c'est ce que Malou recherche, Kenichi lui demande pourquoi il n'a pas continué à acheter les articles de son magasin à bas prix pour les revendre plus tard. Malou aurait certainement pu le faire, mais c'est une tactique commerciale sournoise, et si Kenichi découvrait qu'il revendait ses produits sans autorisation, il ne serait pas très content. De plus, le fait d'avoir une conversation directe avec Kenichi donne à Malou un avantage sur ses concurrents, qui finiraient par l'approcher à leur tour. Cela dit, Malou souhaite entamer des négociations en vue d'un partenariat et propose à Kenichi de lui verser 50% du prix de vente au détail de ses produits. Kenichi aurait pu demander mieux, mais cela ne le dérange pas, car sa boutique en ligne lui rapporte déjà beaucoup d'argent. Il accepte donc l'offre de Malou, et les deux hommes se serrent la main. Il signe officiellement le contrat de fourniture, et les premiers articles qu'il fournit à Malou lui rapportent plus d'1 million de yens. Cependant, lorsque Primula voit tous les beaux bijoux que Kenichi a en stock, elle en tombe amoureuse et demande à son père si elle peut les acheter à Kenichi pour elle-même. Malou n'y voit aucun inconvénient et Primula lui propose de lui payer 10 pièces d'or, ce qui équivaut à 2 millions de yens. Pour la première fois depuis son arrivée, Kenichi a un solde bancaire à 8 chiffres. Puisqu'il s'en sort si bien, il décide de commencer à mettre en place sa vie tranquille et achète une maison dans son magasin. Le lendemain, il quitte les murs de la ville et part dans la forêt à la recherche d'un bon endroit pour y installer sa maison. Avant de partir, il informe Azalea de son plan pour qu'elle ne s'inquiète pas, mais elle trouve un peu étrange que Kenichi choisisse volontairement de vivre dans la dangereuse forêt au lieu de rester en ville. Une fois qu'il a trouvé un bon endroit,
Kenichi achète un désherbeur et commence à aménager la zone, mais il se heurte à un problème, car même si les autres articles de son magasin sont plutôt bon marché, le carburant est toujours cher, quel que soit le monde dans lequel on vit. Il n'y a rien qu'il puisse faire, alors il s'accommode du coût élevé et continue à travailler jusqu'à ce qu'il ait réussi à se frayer un chemin pour entrer et sortir de la forêt. Après cela, il doit commencer à se débarrasser de tous ces arbres, il achète donc une tronçonneuse et commence à couper. Après plusieurs heures de travail acharné, Kenichi a finalement réussi à couper un grand nombre d'arbres dans la région, et il ne lui reste plus qu'à les écarter du chemin. Cependant, lorsqu'il essaie de placer les arbres dans sa boîte à objets, il n'y parvient pas. Il semble que les arbres soient trop longs pour y entrer, il va donc devoir ressortir sa tronçonneuse et les couper en morceaux plus faciles à gérer. Il finit par raccourcir les arbres en bûches de 10 mètres, ce qui lui permet de les ranger dans sa boîte à objets, et il a presque fini d'enlever les arbres. La seule chose qui lui reste à faire est d'enlever toutes les souches, mais cela va demander beaucoup de travail et le soleil se couche déjà. Le lendemain, Kenichi retourne dans la forêt pour terminer le travail, mais après avoir creusé la souche pendant un moment, il se rend compte que c'est beaucoup trop de travail pour un homme d'âge moyen comme lui, et plutôt que de s'abîmer le dos, il décide d'acheter une pelleteuse. Cependant, une fois qu'il l'a vue, il se rend compte qu'il vient de dépenser 1,2 million de yens pour de la machinerie lourde parce qu'il ne voulait pas faire de travail manuel. Il le regrette un peu, mais en même temps, cela signifie qu'il n'aura pas à travailler aussi dur, alors peut-être que l'investissement en valait la peine. Il démarre le moteur, mais il se rend compte que cet engin fonctionne au diesel et que son magasin n'en vend pas du tout. Il commence à paniquer, car ce serait un énorme gâchis s'il ne pouvait pas utiliser la pelleteuse après avoir dépensé tant d'argent pour elle. Il réfléchit un instant et se rend compte qu'il pourrait probablement fabriquer son propre diesel en mélangeant du kérosène et quelques additifs. Mais au moment d'essayer, il se rend compte qu'il pourrait détruire le moteur de la pelleteuse s'il se trompait dans les proportions du mélange, alors pour être sûr, il décide de tester d'abord son mélange sur un générateur diesel. Après l'avoir rempli, il essaie de le mettre en marche et il semble fonctionner correctement. Il sait donc que son diesel maison fonctionnera avec la pelleteuse et il a l'intention de revenir demain pour terminer le travail. Entre-temps, il doit faire quelque chose pour lutter contre les insectes, et le lendemain, il décide de se rendre dans une boutique de magie locale pour acheter des pierres magiques anti-insectes. Lorsqu'il entre dans la boutique, le sorcier qui en est le propriétaire accueille Kenichi et lui demande d'où il vient, car il ne l'a jamais vu dans le coin. Kenichi explique qu'il est un étranger qui vient d'ouvrir une boutique en ville et qu'il est ici pour acheter des pierres anti-insectes. Le sorcier lui dit que ces pierres coûtent 3 pièces d'argent, mais que c'est très cher. Kenichi essaie donc de faire un marché et propose au sorcier de lui donner 2 oranges s'il peut baisser le prix. Le sorcier n'a jamais vu d'orange auparavant, il pense donc qu'il s'agit d'une sorte de fruit exotique et accepte de faire une réduction à Kenichi pour cette raison. Plus tard dans la journée, Kenichi va parler à Hanama, qui lui dit que le sorcier est un homme très cultivé, et que c'est donc une bonne personne à avoir comme ami. C'est à peu près tout le contraire du criminel recherché Chaga, dont les avis de recherche ont été placardés dans toute la ville. C'est le chef d'un groupe de bandits notoires, et la récompense pour sa capture est très élevée. En fait, cette nuit-là, Chaga organise un raid sur un chariot rempli d'esclaves en cours de transport, et qui sait ce qu'il compte en faire. Le lendemain, Kenichi retourne dans la forêt pour pouvoir enfin utiliser sa pelleteuse, et il ne regrette plus son achat car non seulement elle lui facilite grandement le travail, mais elle est aussi très amusante. Maintenant, rien ne peut l'empêcher de réaliser son rêve de vivre une vie tranquille dans les bois, mais après avoir dépensé autant d'argent pour la pelleteuse, il est dangereusement proche de la faillite, et il va donc devoir mettre un frein à tout progrès dans la construction. Un peu plus tard, Kenichi retourne voir Malo et Primula dans l'espoir de leur vendre du sel et du sucre pour faire un bon profit. Malo teste le sucre et est satisfait de sa qualité, mais il ne peut pas l'acheter à Kenichi. L'État se réserve tous les droits sur le sucre et le sel, et Malo aurait des ennuis s'il les achetait auprès d'une source non autorisée. En revanche, les bijoux que Kenichi lui a vendus auparavant se vendent comme des petits pains, et Malo aimerait bien en acheter d'autres immédiatement. Les bijoux supplémentaires que Kenichi vient de vendre lui ont rapporté 15 pièces d'or, soit environ 3 millions de yens. Il a maintenant assez d'argent pour acheter la cabane en rondin qu'il a trouvée dans son magasin. Honnêtement, il n'arrive toujours pas à croire qu'une cabane entière est en vente dans son magasin, et ce pour seulement 1,7 million de yens. Cela semble presque trop beau pour être vrai, mais Kenichi ne veut pas rater l'occasion et achète la cabane. Malheureusement, la cabane doit provenir d'IKEA, car lorsqu'il l'achète, il se retrouve noyé dans une pile de planches de bois et des instructions qu'il ne sait pas comment suivre. Il prend le temps de lire les instructions à la main et, comme il le craignait, le montage de cette chose va être une véritable galère. Mais il a déjà payé, alors il n'a pas d'autre choix que d'en finir. Alors que Kenichi commence à construire, les Beastfolk de tout à l'heure passent par là, et en signe de gratitude, il décide d'aider Kenichi dans sa construction. Plusieurs semaines passent, et grâce à l'aide des Beastfolk, Kenichi a pu progresser régulièrement dans la construction de sa cabane tout en gardant son échoppe ouverte.
Après un peu moins d'un mois de travail, la construction de la cabane est enfin terminée. Il n'aurait pas pu faire tout cela en si peu de temps sans l'aide des Beast Folk, alors pour les remercier, il organise une belle fête barbecue. Cependant, même si la cabane est enfin terminée, il reste encore une tonne de choses que Kenichi doit faire par lui-même, comme peindre les murs et le toit et produire de l'électricité. Il lui a fallu un mois de plus pour s'occuper de toutes ces affaires, mais une fois que tout a été fait, la maison de Kenichi est complètement autosuffisante. Il a construit une clôture autour de sa maison et de sa ferme. Pour ce qui est de l'électricité, il a installé quelques panneaux solaires. Maintenant qu'il a enfin fini d'aménager la maison de ses rêves, la première chose que fait Kenichi pour fêter l'événement est de prendre un bon bain chaud, même s'il doit encore trouver un moyen d'avoir de la plomberie à l'intérieur, car il a dû faire plusieurs voyages à vélo pour remplir sa baignoire. Le lendemain matin, Kenichi retourne à l'auberge pour annoncer à Azalea qu'il a enfin terminé sa cabane dans la forêt et qu'il ne restera donc plus à l'auberge. Azalea est un peu surprise car elle ne pensait pas que Kenichi était sérieux lorsqu'il a dit qu'il voulait construire une maison dans la forêt, mais elle est également heureuse qu'il ait pu atteindre l'un de ses objectifs, même si cela signifie qu'elle ne pourra plus le voir aussi souvent. Le lendemain, Kenichi se réveille dans sa cabane, et comme le temps est magnifique, il décide de sortir pour prendre quelques photos des fleurs locales. Cependant, sa petite balade est interrompue lorsqu'il manque de se faire tirer dessus par une flèche. Kenichi est tellement surpris qu'il tombe de son vélo, mais d'autres flèches sont tirées vers lui, et il se réfugie derrière un arbre. Ceux qui tirent les flèches sont de nouveaux Beast Folk qui vivent dans la forêt, et pour leur défense, ils étaient là pour chasser, et ils l'ont donc instinctivement attaqué. Mais même après avoir réalisé que Kenichi est l'humain qui a construit une maison dans cette forêt, il s'en fiche et décide de le tuer quand même. Kenichi n'a aucune idée de la raison pour laquelle ces Beast Folk l'attaquent, mais il n'a pas l'intention de rester les bras croisés et de les laisser faire ce qu'ils veulent, alors il fouille dans son inventaire et sort son lance-pierre pour riposter. Les Beast Folk sont un peu effrayés, car ils ne s'attendaient pas à ce que le faible humain riposte, et ils commencent à réévaluer leur choix lorsque Kenichi leur lance des feux d'artifice et sort sa pelleteuse. Les Beast Folk n'ont pas l'intention d'attendre de voir ce que cette chose peut faire, alors ils s'enfuient tous, et Kenichi se demande ce qui s'est passé, mais juste à ce moment-là, il remarque un animal blessé qui crie de douleur au pied de l'arbre. Il a reçu une balle dans la patte et ne tiendra probablement pas longtemps si Kenichi ne fait pas quelque chose rapidement. Il s'approche du chat, mais celui-ci ne lui fait pas confiance et grogne lorsqu'il s'approche de lui. Kenichi ne veut pas se faire mordre, alors il dépense un peu d'argent pour acheter une armure de coussin au cas où le chat essaierait de le mordre. Mais alors qu'il s'apprête à retirer la flèche, le chat se défend à peine, il doit donc être à bout d'énergie. Il achète donc une bouteille d'alcool pour désinfecter la plaie et applique ensuite une crème antibiotique. Les blessures du chat ont été soignées, mais il n'y a toujours aucune garantie qu'il survivra à l'air libre, alors Kenichi décide de le ramener chez lui. Il installe une couverture pour que le chat puisse se reposer, mais il n'a toujours pas bougé d'un poil depuis qu'il l'a soigné, et il commence à s'inquiéter. Il n'a pas vu de vétérinaire depuis qu'il est arrivé dans cette ville, mais il y a peut-être une sorte de magie de guérison qu'il peut utiliser, alors il va demander au magicien ce qu'il en est. Le sorcier écoute l'histoire de Kenichi et se rend compte qu'il a dû trouver un lynx, mais il ne comprend pas pourquoi Kenichi voudrait s'embêter à le soigner puisqu'il pourrait facilement le tuer et vendre sa fourrure pour en tirer un bon profit. Le sorcier n'étant pas d'une grande aide, Kenichi retourne à l'extérieur et, alors qu'il passe par là, Miare saute sur lui et commence à renifler. Elle sent l'odeur d'un lynx sur lui, et son peuple considère les lynx comme des messagers de Dieu, alors elle est très excitée et veut le voir de ses propres yeux. Elle suit Kenichi jusqu'à sa maison, et dès qu'elle voit le lynx, elle peut déjà dire que sa blessure a été causée par le chien Beast Folk, et elle jure de leur faire payer. Pendant ce temps, le lynx semble aller un peu mieux, mais il continue d'essayer de lécher sa blessure, si bien que Kenichi est obligé de lui coller un cône sur la tête. Miare est impressionnée par les compétences de Kenichi en matière de soins de santé. Elle lui demande s'il est médecin, mais il lui répond qu'il connaît juste quelques notions de premier secours. Miare veut remercier Kenichi d'avoir sauvé le lynx roux, alors elle sort et chasse rapidement pour donner à Kenichi de la viande d'oiseau, et une fois qu'elle a ramené sa prise, Kenichi la fait griller pour leur dîner. Après le repas, Miare est épuisée et demande à Kenichi de la laisser passer la nuit ici. Kenichi lui demande si elle peut laisser tomber son travail et passer la nuit ici, mais elle est plus préoccupée par le lynx roux que par son travail en ce moment. Kenichi accepte de la laisser passer la nuit, mais il n'a qu'un seul lit, alors Miare suggère qu'ils dorment tous les deux ensemble, et Miare finit par se retrouver sur Kenichi plus tard dans la nuit. Quelques jours plus tard, le chat semble aller beaucoup mieux, et Kenichi décide de commencer à travailler dans sa ferme. Mais même s'il peut acheter des semis et des outils pour sa ferme, il doit toujours penser à sa situation en matière d'eau, car devoir courir jusqu'à la rivière chaque fois qu'il veut arroser ses cultures serait très pénible à gérer. La première chose qui lui vient à l'esprit est de construire un puits avec une pompe, mais ce sera pour demain, car il est trop fatigué pour le faire aujourd'hui. Il va se coucher, le lendemain matin, il se réveille avec la sensation du lynx qui lui a sauté sur l'estomac.
Même si cela lui fait mal, il est heureux de voir que le lynx est plein d'énergie, alors il lui enlève son cône et le relâche dans la nature pour qu'il vive sa vie. Revenons à l'affaire du puits. Kenichi décide de prendre quelques jours de congé pour s'occuper de son étable afin de pouvoir y travailler. Il perce un trou dans le sol et installe une pompe électrique, ce qui lui permet d'avoir accès à de l'eau fraîche chaque fois qu'il en a besoin. Pour fêter l'événement, il commence à remplir sa baignoire pour faire trempette, mais tout à coup, il entend Primula l'appeler. Il est surpris de la voir ici. Primula lui explique qu'il n'a pas ouvert son magasin aujourd'hui, qu'elle s'est inquiétée et que Mireille lui a parlé de sa cabane, alors elle a décidé de lui rendre visite. Elle est impressionnée par le fait que Kenichi ait pu construire tout cela tout seul, mais elle remarque ensuite la pelleteuse géante à côté de sa maison, et elle lui demande ce qu'il en est. Kenichi ne veut pas avoir à expliquer le fonctionnement de cette chose, alors il dit simplement qu'il s'agit de son familier invoqué pour rester simple. Primula le croit totalement, mais maintenant elle pense que Kenichi peut faire de la magie, alors il lui demande de garder le secret quand elle rentrera à la maison. D'ailleurs, à cette heure-ci, les portes de la ville ont déjà dû être fermées, et Primula ne pourra plus rentrer chez elle. Primula le sait déjà, c'est pourquoi elle a l'intention de passer la nuit avec Kenichi. Même lorsque Kenichi l'avertit qu'il n'a qu'un seul lit, elle insiste pour dire que c'est bon. À ce moment-là, elle remarque le tonneau derrière lui et demande à quoi il sert. Kenichi lui explique qu'il s'agit d'un bain chaud, ce qui enthousiasme Primula qui demande à l'essayer. À la tombée de la nuit, Kenichi a réchauffé le bain, Primula y entre donc et elle adore la sensation de chaleur. Mais le fait qu'elle se trouve au milieu des bois la rend un peu mal à l'aise, et elle commence à appeler Kenichi. Kenichi lui dit qu'il est assis de l'autre côté du mur, mais Primula dit qu'elle se sentirait mieux si elle pouvait le voir face à face. Après avoir pris son bain, Kenichi lui donne un peignoir pour qu'elle s'y change, et elle est ravie de la chaleur qu'il dégage, alors elle demande à Kenichi s'il peut le lui vendre. Kenichi lui dit qu'il n'est pas à vendre, mais elle continue à le supplier et il finit par accepter de lui vendre quelques peignoirs. Primula n'en revient pas de la variété de produits que Kenichi a à sa disposition. Elle est persuadée qu'il deviendrait le plus grand marchand du royaume s'il essayait de le faire. Cependant, Kenichi n'est pas intéressé par un tel objectif, car cela lui causerait beaucoup d'ennuis s'il attirait l'attention des nobles de la région. Tout ce qu'il veut, c'est mener une vie tranquille et gagner suffisamment d'argent pour être à l'aise. Primula lui promet donc de faire tout ce qui est en son pouvoir pour l'aider à mener une vie tranquille. Un peu plus tard, ils vont se coucher, mais Kenichi ne veut pas que ce qui s'est passé avec Mireille se répète. Il décide donc d'acheter un deuxième lit à Primula pour la nuit, afin d'éviter tout malentendu. Pendant ce temps, dans le camp des Outlaws, Shaga semble avoir reçu un travail de la part de quelqu'un de très important, ce qui pourrait lui valoir des ennuis à l'avenir. Le lendemain matin, Kenichi ramène Primula chez elle et décide de parler à Malo des peignoirs dont Primula lui a parlé. Malo est intrigué par ce tissu étrange et pense qu'il se vendra très bien. Puisqu'ils en sont là, Kenichi décide d'évoquer la possibilité de vendre quelque chose d'un peu plus épicé. Primula semble intéressée, mais Malo rejette immédiatement cette idée. C'est alors que Margaret entre dans la pièce pour apporter à Malo les registres qu'il a demandés. Comme Kenichi semble un peu curieux, Malo explique qu'il est en train de réécrire tous les anciens registres parce que l'Empire vient de mettre au point un nouveau système génial de suivi des ventes appelé comptabilité en partie double. Kenichi est surpris, car le système de comptabilité en partie double était courant au Japon. Cela l'amène également à se souvenir d'une phrase de Malo selon laquelle l'influence de l'Empire s'étendrait plus rapidement grâce aux nouvelles inventions d'un homme en particulier. En effet, Malo était sur le point d'aller tester l'une des dernières inventions de cet homme, et à la surprise de Kenichi, il s'agissait d'une pompe à eau. Il avait déjà des soupçons avant cela, mais pour que quelqu'un invente une pompe à eau aussi facilement, il faudrait qu'il connaisse déjà son fonctionnement, ce qui signifie qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre dans ce monde qui a été envoyé ici par le Japon, et Kenichi est légèrement inquiet puisqu'il a maintenant de la concurrence. Les jours suivants, Primula rendra occasionnellement visite à Kenichi et passera la nuit chez lui, mais ce soir est spécial car elle doit partir demain pour une tournée de ravitaillement, et ne pourra donc pas lui rendre visite pendant un certain temps. Elle demande à Kenichi s'il a encore cette chemise de nuit épicée car elle aimerait la lui acheter. Kenichi demande alors s'il y a un homme qu'elle essaie de séduire et Primula répond en disant que c'est lui qu'elle recherche. Kenichi ne sait pas quoi répondre, mais il pense que ce n'est pas bien pour lui d'avoir ce genre de relation avec Primula, d'autant plus qu'il est ami avec Malo, et qu'il n'y a aucune chance que Malo soit d'accord pour que Primula ait une relation avec un vieil homme comme lui. Cependant, Primula dit à Kenichi qu'elle a déjà obtenu l'accord de son père, et que cela ne posera donc pas de problème. Malgré cela, Kenichi a encore beaucoup trop de choses à faire en ce moment, et il ne peut pas gérer une relation. Il demande à Primula si elle accepterait de mettre la discussion sur la relation en suspens pendant un certain temps. Primula comprend, mais elle dit qu'elle aimerait partager le même lit que Kenichi au moins une fois avant de partir, même si c'est juste pour dormir à côté de lui. Le lendemain matin, Kenichi reçoit la visite inattendue d'un chevalier, qui s'avère être celui à qui il a vendu une épée la dernière fois. Son nom est Northball,
et il a été envoyé ici pour enquêter parce qu'il y a eu des rapports sur un vieil homme étrange vivant dans les bois. Mais comme il connaît déjà Kenichi, il peut affirmer qu'il ne se passe rien de sinistre ici. Avant de partir, il raconte à Kenichi une nouvelle intéressante qu'il a entendue récemment. Un mage de l'Empire a créé un condiment merveilleux, la mayonnaise, et il a réussi à vaincre un dragon avec ce condiment. Il ne fait aucun doute pour Kenichi que cet homme mystérieux doit venir du Japon, et avec tout ce qu'il a accompli jusqu'à présent, Kenichi se sent vraiment surclassé. Mais comme il n'a pas l'intention de le rencontrer de sitôt, le mois suivant se déroule sans problème. Kenichi est assis à son étal un après-midi lorsqu'il se rend compte que la caravane d'approvisionnement de Primula devrait bientôt revenir, et il prévoit donc de lui rendre visite dans la journée. Cependant, à ce moment-là, il entend une grande agitation sur la place de la ville et se lève pour aller voir de quoi il s'agit. Apparemment, une caravane a été attaquée par des bandits, et tout le monde à bord a été kidnappé, y compris Primula. Malo supplie les aventuriers dans les rues de l'aider à sauver sa fille, mais comme le bandit qu'il a enlevé est l'infâme hors-la-loi Shaga, personne ne veut prendre le risque de s'opposer à lui. Il faudra des jours avant que l'ordre des chevaliers ne puisse organiser une mission de sauvetage dans ces circonstances. Pendant ce temps, Primula est enfermée dans une cage par Shaga et ses hommes de main. Elle est encore indemne pour l'instant, mais c'est parce que Shaga a l'intention de la vendre à des nobles malades pour arrondir ses fins de mois, et que ses chances de s'échapper par ses propres moyens sont pratiquement nulles. Malo sait que ce n'est qu'une question de temps avant que Primula ne connaisse un sort terrible. Il est donc prêt à tout pour la sauver et se tourne vers Kenichi pour lui demander de l'aide. Kenichi n'est absolument pas capable de se battre, mais il se soucie beaucoup de Primula, et il finit par accepter de faire quelque chose pour remédier à la situation. Cependant, il n'a pas assez d'argent pour mener à bien son projet. Il dit donc à Malo qu'il va avoir besoin d'argent pour faire ses préparatifs. Sans hésiter, Malo lui tend un sac de pièces d'or, car il est prêt à donner à Kenichi toutes les pièces qu'il possède, à condition qu'il puisse ramener Primula saine et sauve. Il explique à Kenichi que la base d'opération de Shaga se trouve dans les ruines, à 50 km à l'ouest de Dahlia, et que c'est une sacrée distance. Il regarde les voitures disponibles dans son magasin et décide finalement d'acheter un camion. Mais avant de le faire, il prévient tout le monde qu'il est sur le point d'utiliser la magie d'invocation et qu'il faut donc s'éloigner. Il entonne ensuite un petit chant ridicule pour faire croire à tout le monde qu'il s'agit bien de magie d'invocation, et une fois que son camion apparaît, il monte dessus et demande si quelqu'un est prêt à venir se battre avec lui. Shaga a une énorme prime sur sa tête, alors s'ils parviennent à la battre, il y aura une énorme récompense pour tout le monde. Cependant, aussi alléchant que cela puisse paraître, personne n'accepte l'offre de Kenichi, car Shaga est une trop grande menace. Kenichi commence à s'inquiéter de devoir faire cela tout seul, mais c'est alors que le lynx qu'il a sauvé le mois dernier s'approche de lui, et même s'il ne parle pas le chat, il peut dire que le lynx lui dit qu'il veut l'aider. En parlant de chat, Mialet et les autres bêtes veulent aussi aider Kenichi, car ils lui doivent une faveur pour toute l'aide qu'il leur a apportée. Kenichi est heureux de voir qu'il a des gens de son côté, alors pour les préparer au combat, il achète un arc à poulie pour Mialet et une hache et quelques épées pour les frères de Mialet. À ce moment-là, il entend quelqu'un dire qu'il veut l'aider, et quand il regarde en bas, il trouve Paul debout. Kenichi est beaucoup plus rassuré de savoir qu'un chevalier expérimenté va les accompagner, mais il est un peu curieux de savoir pourquoi Paul se promène en ville avec son armure complète. Paul explique qu'il vient de faire fabriquer sa nouvelle épée avec l'acier que Kenichi lui a donné, et qu'il a donc cherché toute la journée une occasion de l'utiliser, et que tuer des bandits serait l'excuse parfaite. Il y a encore une personne qui dit vouloir venir, mais il s'agit du propriétaire du magasin de magie, et Kenichi essaie de lui dire que c'est trop dangereux pour un vieil homme comme lui. Cependant, le vieil homme révèle qu'il était un mage à l'époque, et bien qu'il soit vieux, ses sorts de feu sont toujours aussi mortels qu'ils l'étaient à l'époque de sa splendeur. Kenichi reconnaît que l'homme serait utile au combat, et il le laisse donc venir, mais Anama dit alors qu'elle veut venir aussi. Kenichi tente de lui dire de rester en arrière, car elle ne pourrait rien apporter dans un combat, mais même si elle n'est pas capable de se battre, elle dit qu'elle peut toujours apporter un soutien moral et préparer de la nourriture pour le groupe. Elle promet également de s'enfuir à la seconde où le combat commencera, afin que Kenichi n'ait pas à se préoccuper de sa protection. Il finit par accepter d'emmener Anama avec lui pour le soutenir moralement, mais il s'arrête quand Malo dit qu'il veut venir aussi. Il lui dit alors de rester ici et d'attendre que Primula revienne saine et sauve. Kenichi demande une fois de plus si quelqu'un d'autre veut venir avec eux, mais tous les autres sont trop effrayés à l'idée de se battre contre Shaga, alors ils reculent tous, et la foule disparaît. Avant de partir, Kenichi se rend à la guilde et s'inscrit en tant qu'aventurier, tout en signalant officiellement qu'il va s'occuper de la prime de Shaga. Le groupe part ensuite dans le camion de Kenichi, mais alors qu'il quitte la ville, tous les gens qui étaient trop effrayés pour se battre commencent à se moquer de lui parce qu'ils pensent que Kenichi va juste s'enfuir avec l'argent que Malo lui a donné. Pendant ce temps, dans les ruines, la cellule de Primula est ouverte pour que la fille que Shaga a capturée comme esclave puisse lui apporter de la nourriture. Cependant, Primula remarque que la jeune fille est affamée et lui propose de lui donner du pain à la place.
La jeune fille est reconnaissante de la gentillesse de Primula et commence à manger tout de suite, et pendant qu'elle mange, Primula lui pose quelques questions. Elle apprend que la jeune fille est également retenue en captivité ici, et lui demande donc si elle veut s'échapper avec elle. La jeune fille aimerait bien sortir d'ici, mais elle ne pense pas que ce soit possible dans les circonstances actuelles. Cependant, Primula est sûre que ce n'est qu'une question de temps avant que les secours n'arrivent. Après s'être rapprochés de la base, Kenichi et les autres s'arrêtent pour faire une pause. Une fois qu'ils ont fini de manger, Kenichi fait asseoir tout le monde pour commencer leur réunion stratégique. Kenichi propose un plan d'assaut de base, et tout le monde pense que son plan est bon. Ils se mettent donc tous en position, et Miele est envoyée en reconnaissance. Kenichi parvient à rester en contact avec elle en utilisant des radios qu'il a achetées, mais pour rester simple, lorsque Miele pose des questions sur la radio, il lui dit simplement qu'il s'agit d'un appareil magique qui leur permet de parler sur de longues distances. Maintenant que Miele est en mesure de jouer le rôle d'éclaireur, Kenichi et les autres montent tous dans le camion pour se mettre en route, et Hanama reste en arrière pour sa propre sécurité. Comme il n'y a aucune garantie de victoire, Kenichi demande à Hanama d'aller contacter la guilde des aventuriers s'ils ne reviennent pas dans la journée. Tard dans la nuit, Kenichi demande à Miele de faire le point sur les bandits, et d'après ce qu'elle voit, il semble que les bandits fassent la fête. En fait, la plupart des bandits sont ivres en ce moment, et c'est donc l'occasion rêvée pour eux d'attaquer. Avant qu'ils n'entrent, l'un des hommes bêtes attire l'attention de Kenichi et lui tend une noix. Kenichi demande ce que c'est, et l'homme bête lui explique qu'il s'agit d'une pilule pour l'aider à oublier qu'il va devoir tuer des gens. Apparemment, cela suffit à Kenichi, qui avale une bouchée de la pilule et se retrouve instantanément embarqué dans le voyage le plus intense de sa vie. Kenichi ne sait presque plus ce qui se passe, mais il se souvient qu'il a une mission à accomplir, alors il prend le volant et commence à conduire comme un fou à travers la forêt. Dans le camp des bandits, tous les bandits sont encore occupés à s'amuser. Soudain, deux d'entre eux aperçoivent le camion qui s'approche et sont abattus d'une balle dans la tête par Miele. Le vieil homme grimpe donc sur le toit du camion et lance un sort d'explosion pour faire un trou dans la porte. À ce stade, tout le camp des bandits est en état d'alerte, mais il est déjà trop tard, car Kenichi et les autres ont réussi à pénétrer à l'intérieur. Comme les bandits ont beaucoup bu, ils sont tous ivres et n'ont pas d'armure. Miele et ses frères peuvent donc se débarrasser rapidement des premiers qui arrivent à portée de tir. Paul sort alors du camion, et il est très excité à l'idée de teindre sa nouvelle épée avec le sang de ses ennemis. Kenichi est tellement impressionné par la force de Paul qu'il se laisse distraire, et un bandit tente de profiter de l'occasion pour le poignarder dans le dos, mais heureusement, le lynx intervient pour le sauver juste à temps. D'autres bandits commencent à émerger des ruines, alors Kenichi décide de sortir l'artillerie lourde et convoque sa pelleteuse pour les écraser. Le peuple des bêtes continue de faire de son mieux pour éliminer autant de bandits que possible, et Paul est ici en train de montrer sa supériorité sur les bandits. Alors que Kenichi tourmente les bandits avec sa pelleteuse, il perce accidentellement un trou dans l'un des murs et trouve une tonne de prisonniers des bandits à l'intérieur. Il vérifie si Primula est à l'intérieur avec eux, mais à sa grande horreur, il semble que Shaga ait anticipé leur mission de sauvetage car il retient Primula en otage au sommet d'une tour. Primula est soulagée que Kenichi soit venu la sauver, mais Shaga est mortifié car tous ses hommes ont été anéantis. Il pensait qu'un groupe serait envoyé pour sauver Primula, mais il n'aurait jamais imaginé qu'il serait aussi fort. Cependant, même dans la situation actuelle, Shaga pense toujours qu'il a le dessus, et il demande à Kenichi et aux autres de déposer leurs armes immédiatement s'ils ne veulent pas qu'il la poignarde ici même. Ils se figent tous sur place car ils ne veulent pas que Primula soit blessée, mais Kenichi n'a pas l'intention de laisser Shaga s'échapper. Alors, pendant que Shaga ne regarde pas, il achète un pointeur laser et dit à Miele de tirer sur Shaga quand il donnera le signal. Miele comprend le message, Kenichi déplace le pointeur laser jusqu'à l'œil de Shaga pour l'aveugler, et à la seconde où il lâche Primula à cause de la douleur, Miele tire directement dans l'épaule de Shaga. Kenichi monte les escaliers en courant pour mettre Primula à l'abri alors que Shaga a retrouvé la vue et s'apprête à les attaquer tous les deux. Heureusement, avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, l'esclave utilise une sorte de magie pour le faire tomber dans les escaliers. Une fois au sol, il est parfaitement aligné pour que Miele lui tire une balle dans la tête. Le groupe est victorieux et Primula est enfin en sécurité. La première chose qu'ils font est d'envoyer Nanji annoncer la bonne nouvelle à Hanama. Ensuite, Kenichi range ses véhicules et achète des vêtements pour tous les prisonniers qu'ils ont sauvés. Pendant qu'il se nettoie, il remarque la petite fille et demande à Primula de la laver, et pendant ce temps, il lui donne une paire de ciseaux pour lui couper les cheveux. Primula jette un coup d'œil aux ciseaux et demande immédiatement à Kenichi s'il peut lui en vendre d'autres, car ce serait un article très populaire, mais les autres femmes lui rappellent alors qu'elle est nue, et elle recule, embarrassée. Une fois que tout le monde s'est habillé, Kenichi va parler à la petite fille et se présente à elle. Elle lui dit qu'elle s'appelle Anémone et qu'elle a une lettre importante à lui remettre. Il s'agit d'une lettre dénonçant le noble qui finance tous les enlèvements de Shaga, et Paul promet de s'assurer que ce noble sera puni pour ses crimes. L'incident est donc officiellement clos, et il semble qu'ils pourront rentrer en toute sécurité à Dahlia. Mais d'abord,
Tout le monde est très fatigué, alors ils s'endorment pour la nuit. Le matin, Kenichi ramène tout le monde en ville, et les habitants attendent avec impatience de voir si Kenichi a finalement réussi. Alors que son camion s'arrête sur la place de la ville, Primula en descend et court se jeter dans les bras de son père, ravi de le revoir. Pendant leur retrouvaille, Malo remarque que la robe que porte Primula est de très bonne qualité. Elle lui dit fièrement que c'est Kenichi qui la lui a offerte, et ils ont tous les deux la même idée. En parlant de Kenichi, Malo réalise qu'il ne l'a pas encore remercié correctement. Il s'approche donc de lui et lui exprime sa profonde gratitude pour avoir ramené Primula. Profitant de l'occasion, Malo demande à Kenichi s'il a réussi à récupérer tous les biens volés par Shaga et son gang. Kenichi lui explique alors qu'il a tout mis dans sa boîte à objets, mais que le butin n'est pas ce à quoi il s'attend. Ce que Kenichi a dans sa boîte, ce sont des têtes coupées. Plus tôt, dans les ruines, avant que Kenichi et les autres ne retournent en ville, les Beast Folk lui avaient dit qu'ils devraient couper les têtes de tous les bandits. Shaga et son équipe sont très connus, et une énorme prime est placée sur leur tête. Pour la réclamer, Kenichi devra présenter la tête de Shaga comme preuve de sa mort. Cependant, toutes ces têtes commenceront bientôt à sentir mauvais, il serait donc bien mieux de les stocker dans sa boîte à objets. C'est certainement l'une des choses les plus dérangeantes que Kenichi ait dû faire, mais il n'a pas le choix. Il commence donc à charger les têtes dans sa boîte. Profitant de l'occasion, il récupère également tout ce que les bandits avaient volé, y compris un sac rempli de 100 pièces d'or et divers objets de valeur. Il ramène aussi toutes les femmes qui étaient prisonnières de Shaga, mais il ne sait pas trop quoi faire d'elles. Avant de revenir à Dahlia, il leur a demandé si elles voulaient qu'il les ramène dans leur village, et certaines ont accepté. Mais pour d'autres, lorsque Shaga les a capturées, il a brûlé leur maison et tué leur famille, elles n'ont donc plus de foyer où retourner. Kenichi comprend leur situation et les invite à revenir avec lui à Dahlia, où elles auront de meilleures chances de recommencer leur vie. Les femmes semblent ravies de cette idée. Kenichi se tourne ensuite vers Anemone et lui demande si elle connaît son village d'origine. Elle lui répond que son village s'appelle Oru, mais qu'il est très loin d'ici à environ 800 km, ce qui rendrait le voyage long et difficile. Cependant, Kenichi est prêt à l'accompagner si elle souhaite rentrer. Mais Anemone n'a aucune intention de retourner dans ce village, car elle y a été vendue comme esclave par les siens. Dans ce cas, Kenichi lui demande si elle aimerait l'accompagner à Dahlia, et Anemone accepte avec enthousiasme. Kenichi passe ensuite un certain temps à conduire les femmes à leurs différentes destinations, et une fois cela fait, il se rend à la guilde avec les autres pour réclamer la prime. La réceptionniste de la guilde est horrifiée en voyant une tête coupée posée devant elle, mais il y en a 50 autres, alors Kenichi commence à les sortir de son stockage. Le personnel de la guilde a beaucoup de travail à faire, car ils doivent inspecter chaque tête. Pendant ce temps, Kenichi se met à l'écart pour se reposer. Le magicien s'approche de lui et lui dit qu'avec sa magie d'invocation étrange et sa boîte à objets incroyablement grande, si les nobles venaient à découvrir son existence, sa vie deviendrait très compliquée. Mais cela ne fait que renforcer la détermination de Kenichi à rester discret. En parlant de nobles, Paul s'approche de Kenichi et lui dit qu'il va rencontrer le seigneur local, Aspius, pour l'informer des nobles corrompus qui soutenaient secrètement les opérations criminelles de Shaga. Plus tard dans la soirée, la guilde termine enfin le calcul de la récompense. Elle s'élève à 861 pièces d'or au total, et Kenichi propose de la partager équitablement entre tous. Cependant, Hanama lui dit qu'elle ne mérite pas de part, car elle n'a rien fait pendant la mission, sa vie n'a jamais été en danger, et elle ne pense pas qu'il serait juste qu'elle reçoive une récompense. Cependant, elle espère que Kenichi pourrait lui faire une petite faveur. Elle souhaite s'occuper d'Anemone comme si c'était sa propre fille, car celle-ci lui rappelle sa propre enfant. Kenichi n'a aucune objection à sa demande, car il est sûr qu'Hanama prendra bien soin d'Anemone. Il la laisse donc s'en occuper et part en ville. Je suis sûr qu'Hanama avait de bonnes intentions en proposant de s'occuper d'Anemone, mais littéralement quelques minutes plus tard, elle perd l'enfant. Pendant ce temps, Kenichi se rend à l'auberge d'Azalea pour y passer la nuit, car il est trop tard pour retourner dans la forêt. Il donne à manger au lynx et le remercie de l'avoir protégé pendant leur mission. Il entre ensuite dans l'auberge, et dès qu'Azalea l'aperçoit, elle est ravie, car cela fait longtemps qu'elle ne l'a pas vu. Azalea a entendu une rumeur selon laquelle Kenichi aurait abattu une tonne de bandits, alors elle lui demande si c'est vrai, mais Kenichi le nie, car il ne veut pas attirer trop l'attention sur lui. Elle lui demande ensuite s'il se souvient de la promesse qu'il lui avait faite de devenir son amant une fois que ses affaires seraient florissantes, mais Kenichi répond qu'il n'a jamais fait une telle promesse. Plus important encore, il veut savoir si elle a une chambre disponible pour lui, et elle lui dit que sa chambre habituelle est toujours libre. Kenichi monte à l'étage et s'endort, épuisé. Mais plus tard dans la nuit, une certaine personne se glisse dans sa chambre, et il la sent sous les couvertures. Il sait déjà ce qu'Azalea veut, mais il lui dit qu'il est bien trop fatigué pour ce genre d'activité. Malgré cela, Azalea insiste, car elle ne voit pas Kenichi souvent. Elle monte sur lui, et ils sont sur le point de commencer, quand il remarque qu'un enfant les observe. Cela tue complètement l'ambiance, et finalement, Azalea retourne dans sa chambre,
tandis qu'Anemone passe la nuit dans la chambre de Kenichi. Kenichi pense qu'Anama doit être très inquiète pour Anemone, alors il se rend à son magasin pour voir si elle est là, mais il ne la trouve pas. Il décide donc de terminer ses courses pour la journée. Il a encore beaucoup de butin provenant du camp de Shaga, alors il se rend d'abord au magasin d'armes pour vendre les épées et les boucliers qu'il a récupérés. Ensuite, il vend le reste des objets de valeur à l'entreprise de Malo pour 35 pièces d'or et apporte les meubles au magasin du vieil homme pour 22 pièces d'or. Comme le butin doit être partagé équitablement, chacun reçoit 12 pièces d'or. Maintenant que tout est réglé, Kenichi pense qu'il est enfin temps de rentrer chez lui. Une fois arrivé, Anemone est émerveillée par la beauté de la maison, mais à sa grande surprise, elle trouve Anama qui l'attend à l'intérieur. Anama était folle d'inquiétude pour Anemone, mais elle pensait que Kenichi la retrouverait et la ramènerait chez lui, alors elle l'a attendu là. Cependant, Anemone dit qu'elle veut vivre avec Kenichi plutôt qu'avec Anama. Anama ne comprend pas pourquoi elle veut soudainement rester avec Kenichi, alors elle essaie de la convaincre qu'il serait mieux de vivre avec elle, mais Anemone a déjà pris sa décision. Anama ne veut pas la forcer, alors elle lui dit simplement qu'elle est toujours la bienvenue pour lui rendre visite quand elle le souhaite. Anama retourne ensuite en ville, et Kenichi rentre chez lui avec Anemone. En chemin, Kenichi demande à Anemone pourquoi elle veut vivre avec lui, mais il n'y a pas de raison philosophique profonde. Kenichi cuisine simplement très bien, et elle l'apprécie pour ça. Ensuite, les deux prennent un bain ensemble et vont se coucher. Cette nouvelle situation va demander un temps d'adaptation, mais après tout, il ne serait pas étrange qu'il ait une fille de l'âge d'Anemone. Kenichi finit par s'endormir, mais pendant qu'il repose, plusieurs hommes encapuchonnés commencent à observer sa maison. Heureusement, ces individus suspects ne font rien pour l'instant, et la vie continue normalement pour Kenichi. 2 semaines passent, et grâce à la contribution de Paul dans la bataille contre Shaga, il a reçu le titre de baron, ainsi qu'un domaine. La rumeur dit qu'il est actuellement à la recherche d'une épouse. Par ailleurs, Kenichi avait montré à Malo et Primula un dessin de bicyclette il y a quelque temps, mais ils avaient éclaté de rire, trouvant l'idée trop stupide pour être rentable. Cependant, ils ont ensuite réalisé à quel point les bicyclettes étaient utiles. Ils se sont excusés auprès de Kenichi pour avoir ri de lui et lui ont même offert 5 pièces d'or pour son idée. Aujourd'hui, les bicyclettes sont assez répandues dans le pays, et Kenichi est content que son idée ait eu un tel impact. Cependant, il se sent toujours un peu mal à l'aise, car il a l'impression d'être surveillé. Il ignore cette sensation pour l'instant et se rend à la guilde pour recevoir le paiement final de la récompense. Une fois qu'il a l'argent, il le partage équitablement. Même si Anama avait dit qu'elle ne voulait pas de part, il lui donne quand même un peu d'argent. Anama ne pense pas le mériter, mais elle accepte sa gentillesse et, en retour, donne une pomme à Anemone. Tout semble bien se passer, mais Kenichi ressent soudainement à nouveau qu'il est surveillé, et cette fois, il est sûr de ne pas imaginer des choses, car il voit la personne qui l'espionne. Cela pourrait être mauvais, alors il prend la main d'Anemone et essaie de quitter les lieux, mais il se rend vite compte qu'il est suivi par d'autres hommes encapuchonnés. Il est coincé, et sa seule option est de s'enfuir dans une ruelle pour essayer de s'échapper. Cependant, au bout de la ruelle, il se retrouve bloqué par un carrosse. Les hommes encapuchonnés le rattrapent et lui disent que leur patron veut le rencontrer vivant, alors s'ils coopèrent, ils ne lui feront pas de mal. Kenichi n'a pas vraiment le choix, alors il fait semblant de se soumettre à leurs ordres, mais juste avant qu'ils ne le fassent monter dans le carrosse, il sort des pétards de son inventaire et les lance sur les hommes encapuchonnés et dans le carrosse. Cela crée suffisamment de distraction pour qu'il et Anemone se glissent sous le carrosse. Maintenant qu'il a pris de la distance, il sort une arbalète et la pointe vers les hommes. Il les menace de tirer s'ils ne le laissent pas tranquille, et comme les ravisseurs n'ont pas d'armes à longue portée, ils sont obligés de fuir. Kenichi est soulagé d'avoir réussi à s'échapper, et quelques instants plus tard, Malo arrive dans son carrosse, ayant entendu le tumulte. Il propose à Kenichi et Anemone de les emmener, et pendant le trajet, Kenichi lui raconte tout ce qui s'est passé. Il pense que cela doit être l'œuvre d'un noble faisant partie de la faction anti-monarchie, et il suggère à Kenichi d'aller rencontrer le seigneur local, Aspius, pour obtenir une protection. Kenichi est d'accord que c'est peut-être une bonne idée, mais il ne veut pas prendre le risque, car Aspius pourrait lui demander de payer des impôts, et il déteste les impôts. Il décide donc qu'il serait peut-être mieux de quitter cette ville complètement. Après être rentré chez lui, Malo parle à Primula de la décision de Kenichi de quitter la ville, et Primula est contrarié, car ils n'ont même pas eu l'occasion de le remercier correctement pour tout ce qu'il a fait pour eux. Les bicyclettes sont devenues un article si populaire que le seigneur local leur a accordé un nom de famille en leur honneur, et ils doivent une grande dette à Kenichi. Ils ne peuvent donc pas le laisser partir avant d'avoir remboursé cette dette. C'est pourquoi Primula décide qu'elle partira avec lui et passera autant de temps que possible avec Kenichi. Elle avait déjà essayé de gagner son affection une fois, et il l'avait rejetée, mais quand elle a été kidnappée, Kenichi n'a pas hésité à risquer sa vie pour la sauver. Alors, Primula est sûr qu'il tient profondément à elle, et si c'est le cas, il attendra sûrement de la voir avant de quitter la ville. Eh bien,
Il semble que Kenichi ne tenait pas autant à elle qu'elle le pensait, car il est parti, emportant toute sa maison avec lui. Pendant ce temps, Kenichi roule sur sa nouvelle moto, et je suppose qu'il doit être confiant dans ses compétences de conducteur, car il a acheté un casque pour Anemone, mais pas pour lui-même. En roulant, il tombe sur un visage familier, alors il s'arrête à côté de Fuyou et le salue. Cela fait longtemps qu'il n'a pas vu Fuyou, alors ils discutent un peu, et Fuyou apprend que Kenichi est finalement devenu marchand. Il découvre également que Kenichi est à l'origine de l'invention de la bicyclette, qu'il a maintenant une fille, et qu'il voyage actuellement, mais il est curieux de savoir où ils se rendent. Kenichi explique que lui et sa nouvelle famille partent en voyage, bien qu'ils ne sachent pas exactement où ils vont. Fuyou leur souhaite bonne chance pour leur voyage, alors Kenichi et les autres remontent sur la moto et continuent leur route. Kenichi et Anemone voyagent depuis longtemps maintenant, et ils se trouvent à environ 100 km de Dahlia, mais seulement à 6 km de la prochaine ville, Astrantia. Entre-temps, Kenichi a campé avec Anemone et préparé toutes sortes de plats délicieux, ce qui se rapproche beaucoup du style de vie paisible qu'il a toujours souhaité. Cependant, comme Anemone est avec lui, il souhaite trouver un endroit où s'installer rapidement pour son bien-être. Pour l'aider à localiser la prochaine ville, Kenichi achète un drone et le fait voler pour explorer les environs. Il découvre que la rivière mène à un lac, et Astrantia doit se trouver de l'autre côté. Il décide donc de suivre le courant avec Anemone et le lynx. Ils arrivent finalement à un endroit offrant une vue magnifique sur le lac. Kenichi laisse Anemone et le lynx jouer dans l'eau un moment, et comme l'endroit lui plaît beaucoup, il décide d'y construire sa nouvelle maison. Après avoir défriché la végétation, Kenichi sort sa maison de sa boîte à objets. En installant les choses, il réalise qu'il n'a jamais donné de nom au lynx. Après quelques minutes de réflexion, il lui donne le nom de Vel. Ce soir-là, il commence à donner des leçons de lecture et d'écriture à Anemone. Elle est intelligente et comprend rapidement, mais elle a du mal avec les mathématiques. Pendant qu'Anemone se creuse la tête pour résoudre les problèmes, Kenichi consulte la vitrine de son magasin pour voir s'il peut obtenir du diesel à bas prix. Jusqu'à présent, il utilisait du kérosène et des additifs pour fabriquer son propre diesel, mais il se souvient avoir vu une émission expliquant qu'on peut produire du biodiesel à partir d'huile de cuisson. Ne comprenant pas bien le processus, il décide d'acheter quelques livres sur le sujet. Pendant qu'il lit, Anemone termine ses devoirs et demande à Kenichi si elle peut lire avec lui. Kenichi lui explique qu'elle ne comprendra pas car le livre est écrit dans la langue de son pays d'origine, mais Anemone insiste pour apprendre cette langue. Kenichi achète donc un livre pour enfants à Anemone, qui se met immédiatement à l'étudier. Ensuite, Kenichi commence à installer un camouflage pour sa maison afin qu'elle ne se démarque pas trop. Alors qu'il s'active, il entend un bruissement dans les buissons. Méfiant, car cela pourrait signifier la présence d'un monstre, il arme son arbalète et se prépare à attaquer. À sa surprise, la source du bruit est Mialet. Elle était dévastée lorsque Kenichi avait disparu sans lui dire au revoir, alors elle a travaillé dur pour suivre sa trace jusqu'ici. Maintenant qu'elle est là, elle n'a nulle part où aller et annonce qu'elle vivra avec Kenichi à partir de maintenant. Kenichi ne s'y oppose pas, et Anemone semble bien s'entendre avec Mialet, il est donc convenu qu'elle restera avec eux. Pendant le dîner, Kenichi lui demande s'il s'est passé quelque chose d'intéressant depuis qu'il a quitté Dahlia. Mialet ne se souvient pas de grand-chose, mais elle mentionne que Paul a demandé Primula en mariage, et qu'ils vont bientôt se marier. Kenichi est content que Primula ait réussi à tourner la page et à s'engager avec un homme bien comme Paul, mais il ne pourra pas assister au mariage car il est trop loin. Plus tard dans la soirée, Kenichi prend son bain habituel avec Anemone, tandis que Mialet se lave à côté d'eux. Une fois sec, il rentre à l'intérieur. Anemone montre à Mialet le livre japonais que Kenichi lui a offert, et Mialet l'apprécie beaucoup car, même si elle ne comprend pas les mots, les images rendent l'histoire facile à suivre. Cela donne une idée à Kenichi, comme les livres sont très précieux dans ce monde, il pourrait probablement faire de bons profits en vendant des livres illustrés ici. Cependant, les histoires du Japon ne plairaient probablement pas aux habitants de ce monde, alors Kenichi demande à Anemone et Mialet si elles connaissent des légendes locales. Elles sont enthousiastes à l'idée d'en parler, car elles connaissent de nombreuses légendes anciennes, mais une en particulier retient l'attention de Kenichi, celle de l'elfe de la forêt. Kenichi trouve l'histoire excellente et commence immédiatement à dessiner des illustrations pour elle. Une fois les dessins terminés, il achète une presse à encre pour créer plusieurs copies du livre. Il offre les 2 premières copies à Mialet et Anemone, qui adorent leur livre. Cependant, alors qu'elles admirent les images, Kenichi remarque un bateau qui approche. Craignant des ennuis, il demande aux filles de rentrer à l'intérieur. Lorsque le bateau accoste, Kenichi pointe son arbalète vers les hommes à bord et exige de savoir pourquoi ils sont là. L'homme lui dit de se calmer, car il n'est pas là pour causer des problèmes. Il vient du village de Santankae, ayant remarqué que quelqu'un s'était installé de l'autre côté du lac, il est venu vérifier qu'il n'y avait pas de bandits. Kenichi se calme un peu et baisse son arbalète, expliquant qu'il est un marchand qui vient de s'installer. À ce moment, Vel s'approche de Kenichi, et l'homme bête est surpris, car les lynx ne s'attachent normalement pas aux humains. Le fait que Kenichi en ait apprivoisé un lui donne une bonne impression.
Croton décide de faire confiance à Kenichi et se présente, suivi de Nyanya. Kenichi leur fait visiter sa maison pour prouver qu'il ne fait rien de dangereux, et tout semble normal. Croton s'excuse pour l'intrusion et se prépare à partir, mais avant de partir, il remarque les livres que Kenichi a créés sur la table et lui demande s'il peut en acheter un pour sa fille, et Kenichi accepte. Une fois Croton et Nyanya partis, Kenichi et les filles déjeunent ensemble. Ensuite, Anemone passe du temps à lire dans la maison tandis que Kenichi part dans la forêt à la recherche de plantes médicinales. Nyale le rejoint, et comme Anemone est occupée, elle espère passer un moment seule avec Kenichi. Kenichi ne peut pas refuser, et des choses se passent entre eux. Plus tard, Kenichi se lance dans son dernier projet, et on pourrait presque l'appeler Walter tellement il cuisine avec passion. Malheureusement, sa combinaison de protection le fait beaucoup transpirer, alors il doit faire une pause et se baigner dans la rivière. De retour au travail, on découvre que Kenichi essaie de synthétiser du biodiesel à partir d'huile de cuisson. Bien que ce soit très dangereux, s'il réussit, il pourra produire du diesel sans dépenser une fortune. Vient ensuite la phase risquée, tester le carburant. Il le pompe dans le générateur, et heureusement, il n'explose pas. L'expérience de Kenichi est un succès. Leur prochaine étape est de visiter la ville d'Astrantia. Kenichi part donc avec Miale et Anemone. Leur premier arrêt en entrant dans la ville est la guilde des aventuriers, car Kenichi doit s'y inscrire. Il se dirige vers le bureau de la réceptionniste, mais Kenichi est distrait par deux choses qu'il ne peut s'empêcher de remarquer. Sortant de sa rêverie, Kenichi explique à la réceptionniste qu'il souhaite s'inscrire à la guilde des aventuriers et à la guilde des marchands de la ville. Miale s'inscrit également comme aventurière. La réceptionniste prend leurs identifiants et part les enregistrer, mais à son retour, elle est un peu perturbée car elle vient de voir le dossier de Kenichi et réalise qu'il est celui qui a vaincu Shaga. Kenichi lui demande de ne pas crier, car il préfère rester discret. La réceptionniste comprend rapidement et lui confirme que son inscription est terminée. Après avoir quitté la guilde, il s'assoit sur la place de la ville pour manger. Cependant, comme les épices de ce pays sont contrôlées par le syndicat des épices, la nourriture est fade et peu appétissante. Anemone et Miale n'apprécient clairement pas leur repas, alors Kenichi leur donne un peu de son mélange d'épices pour rehausser le goût. C'est alors qu'il remarque quelques voyous aux cheveux style Jojo qui rôdent, visiblement avec de mauvaises intentions, mais Kenichi décide de ne pas s'en mêler. En même temps, il voit Croton et une petite fille entrer dans une ruelle, et il se passe clairement quelque chose, mais encore une fois, ce n'est pas son problème. Il continue sa visite et tombe sur une vieille boutique de magie qui semble intéressante. Il entre et trouve une vieille dame qui tient la boutique. En regardant autour de lui, il remarque un dispositif magique en vitrine et demande à quoi il sert. La vieille dame est ravie de lui faire une démonstration, elle verse de l'eau dans un compartiment et du vin dans l'autre, et le dispositif sépare l'eau du vin. Kenichi réalise immédiatement qu'il pourrait utiliser cet appareil pour produire son diesel sans risquer sa santé à cause des vapeurs chimiques. Il annonce à la vieille dame qu'il souhaite acheter le dispositif, ce qui la surprend, car personne n'achète jamais rien ici, mais Kenichi est un client payant, alors elle accepte. Anemone a également trouvé quelque chose qui lui plaît, un livre qu'elle montre à Kenichi. La vieille dame explique que c'est un grimoire, et Kenichi décide de l'acheter aussi, même s'il n'est pas sûr de pouvoir l'utiliser, car il faut un certain niveau de puissance magique pour pratiquer la magie. Après l'achat, Kenichi veut commencer à lire le grimoire avec Anemone, mais la vieille dame les arrête, car les grimoires doivent être enregistrés avant de pouvoir être emportés. Kenichi devra donc revenir dans une semaine. Cela ne le dérange pas, alors il quitte la boutique pour continuer à explorer la ville. Cependant, il croise Nyanya à l'extérieur. Nyanya est surpris de les voir, mais il est pressé et n'a pas le temps de discuter. Kenichi a un mauvais pressentiment et veut rentrer, mais avant qu'il ne puisse partir, le groupe aperçoit Croton et sa fille se faire attaquer dans une ruelle. Kenichi ne peut pas ignorer cela cette fois, alors il décide d'intervenir, mais il achète d'abord un masque de médecin de peste pour cacher son identité. Les voyous en veulent à Croton et étaient prêts à le tuer, lui et sa fille, mais Kenichi apparaît derrière eux et lance des feux d'artifice. Il prétend que c'est l'un de ses sorts magiques, et comme les voyous n'ont jamais rien vu de tel, ils prennent peur et s'enfuient. Une fois la situation calmée, Croton s'assoit près de la fontaine et raconte toute l'histoire à Kenichi. Lorsqu'il travaillait comme fonctionnaire, Croton avait arrêté plusieurs membres du syndicat des épices, et depuis, il le traque. La fille de Croton demande si Kenichi et les autres sont ses amis, et Croton explique qu'il a rencontré Kenichi il y a quelques jours et que c'est lui qui a créé le livre. Marie, la fille de Croton, est ravie d'apprendre que son livre préféré a été fait par Kenichi et le remercie chaleureusement. Anemone, un peu jalouse, mentionne qu'elle a aussi aidé à créer le livre. Marie la remercie également et propose qu'elle fasse un livre ensemble un jour, ce qu'Anemone accepte avec joie. Kenichi est heureux de voir qu'Anemone a enfin une amie de son âge. Quelques jours plus tard, Croton et sa femme amènent Marie rendre visite à Kenichi et Anemone. C'est la première fois qu'ils reçoivent des invités, alors Kenichi prépare un repas pour tout le monde. À partir de ce moment,
Il devient habituel pour eux de se retrouver chaque jour pendant que Marie et Anémone jouent ensemble. Cependant, un jour, Marie ne vient pas comme d'habitude. À la place, Croûton arrive, désespéré, et supplie Kenichi de l'aider. Il explique que Marie est tombée malade d'une maladie courante dans ce pays, et que la plupart des enfants qui la contractent ne survivent pas une nuit. Il est prêt à payer tout ce qu'il possède pour sauver sa fille, mais il ne peut pas se permettre d'engager un mage pour la soigner. Kenichi est son seul espoir. Kenichi ne peut pas rester les bras croisés alors que l'ami d'Anémone souffre. Il donne à Croûton un paquet d'antidouleurs et lui explique comment les administrer pour faire baisser la fièvre de Marie. Cependant, les antidouleurs ne guériront pas la maladie, alors Kenichi part chercher de l'aide auprès de la vieille dame magicienne. Plus tard dans la soirée, ils se retrouvent tous chez Croûton pour voir Marie. La vieille dame identifie rapidement la maladie, la fièvre chicory. Elle est traitable, mais il faut les graines d'une fleur spéciale qui ne pousse que dans la forêt. Quelqu'un doit aller chercher ces graines avant le matin, alors Kenichi, Croûton et Gnagna partent en expédition. Cependant, en partant, ils ignorent que les voyous du syndicat des épices les observent. Ces derniers prévoient clairement de profiter de l'absence de Kenichi et Croûton pour agir. Kenichi et les autres arrivent bientôt à la rivière où se trouvent les graines de fleurs de shaker, alors il sort un radeau gonflable et rame dans l'eau pour trouver une graine. Il ne lui faut pas longtemps pour trouver un bouquet de fleurs, et il en cueille une qu'il remet à Croûton, qui lui est incroyablement reconnaissant de son aide. Mais ils n'ont pas encore terminé leur mission, car ils doivent encore rapporter cette graine à Marie pour qu'elle puisse être guérie. Et ils ont un autre problème sur les bras, Gnagna sent quelque chose approcher, et il s'avère que c'est une meute de loups noirs, mais il est trop tard pour battre en retraite car ils sont déjà encerclés. Kenichi a déjà eu affaire à des loups noirs, il achète donc 2 épées et les remet à Croûton et Gnagna. L'important pour l'instant, c'est que Marie obtienne ce médicament. Il leur demande donc de retourner à la maison aussi vite que possible pendant qu'il tient les loups à distance. Il commence alors à lancer des feux d'artifice pour attirer l'attention des loups et les éloigner de Croûton, mais un petit groupe de loups se détache de la meute et coince Croûton et Gnagna. Kenichi se rend compte que Croûton et Gnagna sont en danger et se précipite pour les aider le plus vite possible. Mais pendant ce temps, les voyous de tout à l'heure se cachent derrière les arbres et semblent contrôler les loups à l'aide d'une sorte de sifflet. Les loups attaquent Gnagna et Croûton, qui ripostent avec les épées que Kenichi leur a données. Les voyous sont furieux que Croûton ait réussi à survivre, mais toute leur méchanceté permet à Vel de sentir leur présence, et elle ne perd pas de temps pour mettre tous les voyous à terre. Vel commence à attaquer l'homme-chien, lui faisant lâcher son sifflet, et ce faisant, tous les loups cessent d'attaquer Croûton. Kenichi s'en aperçoit et comprend que les voyous devaient contrôler les loups depuis le début, et comme l'homme-chien a perdu son sifflet, il dit à Gnagna de prendre Croûton et de s'en aller pendant qu'il en a l'occasion. L'homme-chien parvient à se débarrasser de Vel et saisit son sifflet pour ordonner aux loups de s'en prendre à Croûton, mais les loups semblent trop effrayés pour bouger. Aucun d'entre eux n'a la moindre idée de ce qui se passe, mais tout à coup, un ours massif apparaît. Les loups se rendent compte du danger qui les menace et s'enfuient de la forêt. Le premier à être victime de la furie de l'ours est l'homme-chien qui, après avoir heurté le sol, semble bel et bien mort. L'ours change alors de cible et s'en prend à Kenichi, mais Vel se met en travers de son chemin et lui égratigne le visage. Kenichi remercie Vel pour son aide et sort d'autres feux d'artifice pour tenter d'effrayer l'ours. La quantité de feux d'artifice est 10 fois plus importante que d'habitude, et Kenichi est persuadé que cela va faire sortir la bête de ses gonds. Mais à sa grande surprise, l'ours mange les feux d'artifice, ce qui provoque une énorme explosion à l'intérieur de sa gueule. Alors que l'ours est encore étourdi par les feux d'artifice, Kenichi en profite pour sortir sa lourde machinerie et frapper l'ours au visage pour l'achever. Maintenant que l'ours est mort, Kenichi range son corps dans son inventaire, ainsi que dans son sac à dos, et il est heureux de s'en être sorti vivant. Mais il doit encore réfléchir à ce qu'il va faire de l'homme-chien inconscient. Un peu plus tard, Kenichi retourne chez Croûton pour voir si Marie va mieux, et grâce aux médicaments qu'il a obtenus, elle va se rétablir complètement, et Croûton et sa femme sont profondément reconnaissants envers Kenichi. Kenichi n'est pas du genre à sauver les autres, mais il doit admettre qu'en aidant ici, il s'est senti bien dans sa peau. À ce moment-là, il se souvient qu'il a quelque chose d'important à dire à Croûton, alors il demande à lui parler en privé pendant 1 minute. Ils sortent tous les deux et Kenichi raconte à Croûton qu'il a réussi à conclure un accord avec l'homme-chien dans les bois. Il a bandé l'homme-chien pour qu'il ne meure pas de ses blessures, et en échange, il lui a fait promettre de ne plus jamais faire de mal à Croûton ou à sa famille. L'homme-chien a accepté les conditions, mais il n'a aucun contrôle sur ce que font les autres voyous, car beaucoup d'entre eux en veulent beaucoup à Croûton, et ils continueront certainement à s'en prendre à lui, même si la situation pourrait être différente si Croûton quittait la ville. Kenichi dit à Croûton que ce serait une bonne idée de quitter cette ville, car cela garantirait que personne ne s'en prenne plus à lui ou à sa famille. Croûton admet que partir serait la meilleure solution, mais il n'a littéralement nulle part où aller, et il ne peut pas aller à Dahlia puisque le syndicat des épices y opère également. Kenichi réfléchit un instant et trouve une bonne solution au dilemme de Croûton. Kenichi connaît un chevalier nommé Paul qui vient de devenir baron et qui, à ce titre,
recrute actuellement des gens pour vivre sur ses terres. Si Kenichi écrit une lettre à Paul pour lui dire à quel point Croton est génial, il sera sûr de laisser Croton s'installer chez lui. Le lendemain, Kenichi rentre enfin à la maison et raconte aux autres ce qui s'est passé pendant son absence, mais Miele est contrarié parce qu'il est parti pour une si grande aventure sans lui en parler. Kenichi dit qu'il n'a pas eu le temps de venir chercher Miele, et qu'il avait besoin de quelqu'un pour s'occuper d'Anemone pendant son absence, donc Miele n'aurait pas pu l'accompagner. Quelques jours plus tard, Croton et sa famille décident finalement de déménager pour leur sécurité. Croton se rend donc d'abord sur le territoire de Paul pour tout mettre en place, tandis que Marie et sa mère attendent derrière, car Marie ne s'est pas encore complètement rétablie. Alors que Kenichi et Miele se promènent dehors, Miele sent une odeur de sang, et c'est alors qu'elle aperçoit un homme-chien derrière un arbre. Kenichi le reconnaît comme celui d'il y a quelques jours et lui demande ce qu'il fait ici. L'homme-chien répond simplement qu'il a promis de ne pas faire de mal à Croton, et qu'il était donc en train de régler quelques détails pour s'assurer qu'aucun autre voyou ne s'en prendrait à lui. Après tout, les hommes-chiens tiennent toujours leurs promesses. Cependant, après sa folie meurtrière, l'homme-chien ne peut plus rester dans cette ville, il va donc partir lui aussi. Plus tard dans la journée, Kenichi se rend en ville pour vendre l'ours qu'il a tué à la guilde. L'homme chargé de la dissection s'étonne que Kenichi ait pu vaincre un ours à bosse tout seul, mais Kenichi lui répond qu'il a eu de la chance. Quoi qu'il en soit, il aimerait garder la viande et la pierre magique de l'ours lui-même, et il veut vendre le reste à la guilde. L'homme dit qu'il comprend, mais vu la taille de l'ours, il lui faudra beaucoup de temps pour finir de le disséquer, alors il demande à Kenichi de revenir dans la soirée. Kenichi est d'accord pour attendre un peu, et comme il n'est que midi, il décide de rentrer chez lui et de terminer l'un de ses projets. Mais alors qu'il passe devant un magasin, il y a un visage familier à l'intérieur, et il semble qu'elle cherche quelqu'un d'important pour elle. De retour chez Kenichi, il décide enfin d'utiliser l'artefact qu'il a acheté pour fabriquer son biodiesel. Après de nombreuses opérations chimiques qui feraient probablement exploser votre maison, Kenichi est enfin en mesure de créer ce qu'il pense être du diesel pur pour ses moteurs. La seule façon de savoir si cela a fonctionné est de le tester dans son générateur. Lorsqu'il l'allume, le générateur n'explose pas, ce qui signifie que l'expérience a été un succès. Grâce à cette méthode, il a pu fabriquer 1 litre de diesel pour seulement 300 yens, contre les 3000 yens par litre qu'il dépensait auparavant. Maintenant que c'est fait, Kenichi laisse de la nourriture pour Miele et Anemone, car il retourne en ville pour prendre quelques affaires. Tout d'abord, il se rend à la boutique de la vieille femme pour voir si son grimoire est enfin prêt, et heureusement, elle a terminé toutes les procédures d'enregistrement, de sorte que Kenichi peut avoir son grimoire. Kenichi jette un coup d'œil au livre, et il est surpris de voir qu'il contient une pierre magique. La femme lui explique que l'incantation enregistrée dans le grimoire est liée à cette pierre magique, et que sans elle, le sort ne s'activera pas. Kenichi ne comprend pas vraiment ce qu'elle veut dire, mais il a l'intention de comprendre cette histoire de magie plus tard. Il se rend ensuite à la guilde des aventuriers pour récupérer ses objets, et quand il arrive, tout est déjà emballé et prêt à partir, alors il le met dans sa réserve. Il se rend ensuite à la réception pour se faire payer les pièces qu'il a vendues à la guilde, mais Kenichi a du mal à se concentrer sur l'argent avec ses 2 melons qui pendent devant lui. Il finit par se ressaisir et récupère son argent avant de quitter la guilde, mais alors qu'il marche dans la rue, il a l'étrange impression que quelqu'un l'observe. Il s'avère que le sentiment de Kenichi était juste car il était observé par quelqu'un, et il s'avère que c'est Primula. Il est choqué de la voir et lui demande ce qu'elle fait ici, mais Primula lui demande comment il a pu être aussi cruel que de partir sans elle. Kenichi tente d'expliquer que la seule raison pour laquelle il a quitté Dahlia était que les nobles essayaient de le capturer, mais Primula pense toujours que Kenichi aurait dû au moins lui dire au revoir. Kenichi se rend compte que cet accès de colère fait beaucoup de bruit et demande à Primula s'ils peuvent continuer cette discussion dans un endroit plus privé. Primula l'emmène à l'hôtel où elle séjourne et recommence à crier après Kenichi pour être parti sans lui donner une chance de le remercier pour tout ce qu'il a fait pour elle. Kenichi ne pense pas avoir fait grand-chose, mais Primula lui rappelle qu'il lui a sauvé la vie et qu'elle a donc une énorme dette envers lui. Kenichi commence à se sentir un peu mal à l'aise, alors il change de sujet et mentionne qu'il a entendu des rumeurs sur le mariage de Primula avec Paul. Cependant, bien qu'il y ait eu des discussions à ce sujet, Primula a finalement refusé les fiançailles, mais ce n'est pas le sujet. Primula dit qu'elle ne rentrera pas chez elle à moins que Kenichi n'accepte de l'accompagner, mais Kenichi n'a pas l'intention de partir, alors Primula dit qu'elle restera ici avec lui. Kenichi voit bien qu'elle ne bluffe pas, il n'a donc pas beaucoup d'options, mais il est tout de même surpris qu'elle ait réussi à découvrir qu'il vivait dans cette ville. Primula explique qu'après le départ de Kenichi, elle a passé tous ses jours à consulter le registre de la guilde pour voir si le nom de Kenichi apparaissait quelque part dans une autre ville, et bien sûr, elle a trouvé son nom un jour sur un registre mis à jour, alors elle a immédiatement pris un chariot et s'est rendue directement ici. Maintenant qu'elle l'a retrouvé, elle va droit au but et lui demande de lui donner les coups les plus sournois que l'on connaisse ce soir. Kenichi est surpris, mais il voit à quel point Primula est sérieuse, alors il accepte, et tous deux se rendent dans sa chambre. Dès qu'ils arrivent dans la chambre,
Primula commence à enlever tous ses vêtements parce qu'elle ne peut pas attendre plus longtemps, et vous savez ce qui s'est passé à partir de là. Le lendemain matin, Kenichi revient chez lui avec Primula, et au début, Anemone et Mialet sont très excités de le voir, mais cette excitation s'estompe rapidement lorsqu'elle voit Primula. Primula est contrariée parce qu'elle pense que Kenichi l'a laissé derrière lui et a choisi d'emmener Mialet avec lui. Kenichi lui explique qu'il n'a pas choisi d'emmener Mialet, Mialet l'a retrouvée toute seule. La seule personne qu'il a choisi d'emmener avec lui est Anemone, mais Primula va-t-elle vraiment se laisser aller à être jalouse d'un enfant? Kenichi a raison, Primula se calme pour l'instant, et Anemone fait promettre à Kenichi qu'il ne ramènera pas d'autres femmes. Primula s'énerve à nouveau car elle pense que Kenichi a ramené des femmes à la maison. Plus tard dans la nuit, Kenichi se prépare à prendre un bain, mais au moment d'y entrer, toutes les filles disent qu'elles veulent entrer avec lui. Il ne veut pas avoir à gérer cela et décide d'acheter un deuxième baril pour qu'il y ait 2 bains. Une fois que tout le monde a pris son bain, Kenichi installe un sèche-cheveux, et une fois que tout le monde est sec, il s'assoit à la table pour essayer le grimoire. Il lit les incantations pour un sort de boule de feu, mais lorsqu'il termine le sort, ses craintes se confirment car rien ne se passe. Cela signifie qu'il n'a aucun pouvoir magique et qu'il vient de gaspiller une tonne d'argent pour un livre qu'il ne peut pas utiliser. Il commence à réfléchir à un moyen de vendre le grimoire pour récupérer un peu d'argent, mais pendant qu'il est distrait, Anemone le prend et commence à le lire. Mais cette fois, il se passe vraiment quelque chose. Il semble qu'Anemone possède un certain pouvoir magique, car elle a réussi à lancer la boule de feu à la perfection dès le premier essai. Dommage qu'il soit dans une cabane en rondin. Kenichi panique et achète immédiatement plusieurs extincteurs pour éteindre le feu. Une fois cela fait, il va vérifier l'état d'Anemone. Elle commence à s'excuser pour avoir causé tant de problèmes, mais Kenichi ne s'inquiète pas pour sa cabane carbonisée. Il est bien plus émerveillé par le fait qu'Anemone ait pu utiliser de la magie. Soudain, Anemone s'évanouit, ce qui inquiète tout le monde. Il la porte jusqu'au lit et, heureusement, le lendemain matin, sa fièvre commence à baisser. Kenichi lui donne une boîte de pêche pour faire remonter son taux de sucre dans le sang. Les autres mangent aussi des pêches, et Primula est surprise par la quantité de sucre qu'elles contiennent, car les nobles ont un monopole total sur le sucre dans le pays. Anemone se rétablit après un peu de repos au lit. Quelques jours plus tard, lorsque Marie est enfin complètement remise de la fièvre de la chicorée, Kenichi l'invitait à un barbecue. Il a encore beaucoup de viande de sanglier sous la main et pense que c'est une bonne façon de s'en débarrasser. Partager une chasse avec des amis proches est exactement le genre d'activité paisible qu'il espérait. Kenichi est fier que ses talents culinaires soient appréciés, alors il décide d'épater tout le monde avec une nouvelle recette de curry d'ours qu'il a inventée. Lorsqu'ils goûtent la soupe, ils sont stupéfaits car la viande d'ours est généralement dure et malodorante, mais ce plat la rend incroyablement savoureuse. Au fil de la journée, Marie et Anemone jouent ensemble, et Kenichi les aide à créer leur propre livre d'images. C'est la première fois que Primula voit ces livres, alors elle interroge Kenichi à leur sujet. Il explique que c'est simplement un livre avec des images pour raconter une histoire. Après un bref moment de réflexion, Primula identifie un public cible pour ses livres et commence déjà à élaborer des plans pour étendre les ventes jusqu'à la capitale royale. Elle demande à Kenichi la permission d'utiliser ses livres car elle souhaite lancer une entreprise à Strantia. Kenichi accepte de lui donner quelques livres, mais il lui demande ce qu'elle compte vendre d'autres. Primula a déjà réfléchi à cela et lui dit qu'elle peut vendre les pêches en conserve de Kenichi et le ragoût d'ours qu'il a préparé. Les deux sont vraiment délicieux, alors elle est sûre qu'ils se vendront rapidement. Cependant, ils auront besoin d'aide pour le service, alors la mère de Marie propose de travailler pour eux. Après tout, elle se sentirait coupable de ne pas aider après tout ce que Kenichi a fait pour elle et sa famille. De plus, Primula est encore nouvelle à Strantia, donc il serait bon d'avoir quelqu'un qui connaît bien la région. Marie propose également d'aider, car elle est maintenant assez âgée pour commencer à travailler. Comme tout le monde va travailler au nouveau stand, Anemone ne veut pas être laissée de côté et dit qu'elle y travaillera aussi. Le lendemain, Primula veut se mettre au travail immédiatement, alors Kenichi l'emmène à la porte de la ville et lui achète un chariot de nourriture. Au fil de la journée, le chariot commence à attirer du monde, les clients arrivant de partout. Malheureusement, avec toute l'attention qu'ils reçoivent, ils attirent aussi quelques escrocs qui mettent un insecte dans leur bol et accusent Primula de servir de la nourriture infestée. Pendant ce temps, Kenichi est occupé à faire de l'arpentage avec son drone. D'après ce qu'il voit, la forêt au sommet de la colline est complètement intacte, donc il est sûr de trouver beaucoup de plantes médicinales et de légumes forestiers, mais il ne s'attendait pas à découvrir une tonne de pierres précieuses incrustées dans la roche. Il n'a jamais vu de gemmes de cette couleur auparavant, donc il n'est pas sûr de ce que c'est, mais il est convaincu qu'elles doivent avoir de la valeur. Il semble donc qu'il va bientôt devenir mineur. Mais cela devra être un projet pour un autre jour, car il doit retourner en ville pour chercher Primula et les autres. Kenichi arrive en ville à vélo et les trouve en train d'attendre avec toutes leurs affaires emballées. Primula lui dit avec enthousiasme qu'ils ont réussi à tout vendre dès le premier jour, et Kenichi est ravi de l'entendre, mais il remarque une nouvelle femme bête debout avec eux et demande qui elle est.
Primula commence à lui raconter ce qui s'est passé plus tôt dans la journée et comment 2 hommes ont essayé de les faire chanter avec un insecte. Mais avant que les choses ne dégénèrent, Nyamena est arrivée et a dit à tout le monde que ces 2 hommes étaient des escrocs. Elle les a vus mettre l'insecte dans la nourriture, et Nyamena n'aime pas les escrocs, donc elle va régler le problème. Les escrocs ont eu peur et se sont enfuis après cela, alors Primula a décidé d'engager Nyamena comme garde du corps pour le reste de la journée. Kenichi remercie Nyamena pour son aide précieuse, mais Nyamena lui dit que ce n'est pas grand-chose. Elle se sent même chanceuse d'avoir rencontré Primula, car elle a été payée une pièce d'argent pour simplement intimider les fauteurs de troubles. Le groupe retourne ensemble à la maison de Kenichi, et à leur retour, Miale et Anemone sortent pour accueillir Kenichi, mais Miale devient hostile lorsqu'elle voit que Kenichi est rentré avec une nouvelle femme. Kenichi explique que Nyamena est juste une garde du corps que Primula a engagée, et qu'elle est là uniquement parce que Primula voulait l'inviter à dîner. Miale est d'accord tant que Nyamena ne devient pas une autre concurrente pour l'affection de Kenichi, alors ils entrent tous pour dîner. Nyamena goûte au ragoût de viande d'ours de Kenichi et est émerveillée par le fait que la viande d'ours puisse être si savoureuse. La seule chose qui pourrait rendre cela encore meilleur serait d'avoir un peu de vin pour accompagner le repas, et par chance, Kenichi en a, alors il en sert un verre à Nyamena, qui fond de satisfaction. Kenichi lui demande si elle aimerait prendre un bain une fois qu'elle aura fini de manger, et Nyamena est ravie à l'idée de pouvoir prendre un bain chaud. Comme les bains vont être utilisés, Anemone propose de les chauffer. Ils sortent, et Anemone lance sa boule de feu pour enflammer le tonneau du bain et le chauffer instantanément. Elle répète l'opération pour le 2e tonneau, et tout le monde est impressionné par sa maîtrise de la magie. Ils prennent ensuite leur bain et se sèchent avec le sèche-cheveux de Kenichi. Une fois prêts, ils s'habillent pour aller se coucher. Nyamena a tellement aimé son séjour ici qu'elle envisage de s'installer définitivement, mais Miale s'y oppose fermement car il y a déjà trop de femmes ici. Il remarque ensuite que Kenichi est en train de donner une leçon à Anemone et lui demande ce qu'il fait. Kenichi explique qu'il enseigne à Anemone les bases de l'écriture et des mathématiques pour élargir ses horizons. Il est assez difficile de gagner sa vie dans ce monde sans éducation, donc Kenichi veut qu'Anemone apprenne autant que possible tant qu'elle le peut. Il lui demande si elle serait prête à accompagner Primula et les autres la prochaine fois qu'ils iront en ville avec le chariot de nourriture pour en apprendre davantage sur le commerce, mais elle dit qu'elle préfère apprendre plus de magie pour rester avec Kenichi. Le lendemain, Primula et les autres retournent en ville pour continuer leur commerce de chariot de nourriture, et c'est tout aussi populaire que la veille. Avec Nyamena comme garde du corps, ils n'ont pas à s'inquiéter des fauteurs de troubles chroniquement au chômage. Quant à Kenichi, il vient de terminer la construction d'un échafaudage avec l'aide de Miale et Anemone, et il prévoit de commencer à extraire les pierres précieuses dès que possible. Mais il se fait tard, donc il devra revenir le lendemain. Alors qu'il range tout, Primula s'approche de Kenichi et lui demande comment il a toujours autant de choses utiles dans sa boîte à objets, mais Kenichi lui dit que c'est un secret. Il y a des choses qu'il ne peut pas lui dire, peu importe combien elle insiste, et il sait que cela le rend suspect, mais elle devra faire avec. Il l'embrasse alors, mais Nyamena dit à Kenichi d'arrêter avec les romances car cela lui rappelle qu'elle est célibataire. Le lendemain, le groupe retourne sur le plateau, et après que Kenichi ait dégagé une partie de la végétation, ils commencent tous à chercher des plantes intéressantes. Pendant que les autres fouillent dans les buissons, Kenichi se met à creuser la montagne pour extraire quelques-unes de ses gemmes. Lorsqu'il en libère enfin une, il la jette dans sa boîte à objets pour la faire évaluer, et il s'avère que les gemmes valent 200 000 yens chacune, et il y en a beaucoup. Kenichi a donc pratiquement trouvé le jackpot. Après une longue journée de minage lucratif, le groupe rentre à la maison, et Kenichi commence à préparer le dîner. Il a quelque chose de spécial en tête, alors il fait aider les filles à hacher une partie de la viande d'ours et leur apprend à façonner les boulettes, mais Miale et Nyamena ne peuvent pas aider à cette étape à cause de leur fourrure. Une fois toutes les boulettes préparées, Kenichi les met dans une poêle pour les cuire, et finalement, les boulettes sont prêtes à être mangées. Tout le monde adore la saveur et la texture des boulettes, surtout avec cette sauce jaune que Kenichi a préparée. Il leur explique que la sauce jaune est de la mayonnaise. Nyamena a déjà entendu parler de la mayo car elle est très populaire dans l'Empire en ce moment. Apparemment, un mage l'a créée en utilisant de la magie, alors Primula demande à Kenichi s'il a utilisé de la magie pour créer sa mayonnaise, mais Kenichi lui dit qu'il l'a simplement faite avec des œufs. Primula est choquée d'apprendre que quelque chose d'aussi incroyable que la mayo peut être fait sans magie, alors elle demande à Kenichi de lui montrer comment la faire, mais il ne veut pas le faire maintenant et lui dit d'attendre un peu. Dans ce cas, Primula lui demande s'il lui permettra de vendre sa recette de boulettes à son stand de nourriture demain. Kenichi dit qu'il est d'accord, mais préparer les boulettes demande beaucoup de travail, donc il n'est pas sûr que Primula puisse gérer cela. Cependant, Primula lui dit que ce ne sera pas un problème car elle peut simplement engager plus de travailleurs. Kenichi est impressionné par la proactivité de Primula, alors il lui propose de lui montrer une autre de ses recettes. Il dit à tout le monde de le suivre dehors car il a quelque chose de spécial à leur montrer. Il arrose rapidement la viande avec de l'alcool, provoquant une énorme boule de feu, et une fois qu'il a fini de griller le steak,
il en donne un morceau à Nyamena. Nyamena reste silencieuse après sa première bouchée, alors Kenichi lui demande si quelque chose ne va pas avec le steak, mais au contraire, elle est silencieuse parce que le steak est tout simplement trop parfait, mais il a une odeur étrange. Kenichi explique que l'odeur vient probablement de l'alcool qu'il a utilisé pour mariner le steak, mais dès qu'il mentionne l'alcool, Nyamena se jette sur lui et commence à demander à boire. Kenichi finit par accepter de lui donner un peu à boire, mais il l'avertit que c'est assez fort, donc elle devrait y aller doucement, mais Nyamena l'ignore complètement et boit tout le verre d'un coup. Elle est immédiatement ivre et commence à embrasser Kenichi pour le remercier de l'alcool, mais Miale voit où cela mène et tire Nyamena par les cheveux pour l'éloigner de Kenichi. Nyamena essaie de rassurer Miale en disant qu'elle n'essaie pas de voler Kenichi, elle veut juste qu'il la laisse vivre dans la remise pour partager de délicieux repas avec lui et les autres. Miale ne lui fait toujours pas confiance, mais Kenichi ne voit pas de mal à laisser Nyamena vivre ici, surtout puisqu'elle est la garde du corps de Primula. Primula dit qu'elle est d'accord pour que Nyamena vive ici aussi, car tout ce qu'elle veut, c'est de la nourriture, donc elle ne tentera certainement pas de séduire Kenichi en l'absence des autres. Un peu plus tard, alors que personne n'est là, Kenichi montre à Nyamena la chambre qu'il a préparée pour elle, et elle lui demande combien elle doit payer pour le loyer. Kenichi lui dit qu'elle n'a pas besoin de payer de loyer, car tant qu'elle continue à aider Primula, elle n'a pas à s'inquiéter de le payer. Il essaie ensuite de partir, mais Nyamena le retient et dit qu'elle peut le rembourser d'une autre manière. Cependant, Miale a senti la séduction à des kilomètres, alors elle fait irruption dans la pièce pour se joindre à eux. Un mois passe, et Kenichi continue son opération minière, gagnant environ 15 millions de yens avec les pierres jusqu'à présent. Mais ce n'est presque rien comparé au stand de Primula, qui s'est progressivement transformé en une entreprise appelée Coralla, avec des tonnes d'employés. Elle a maintenant un revenu quotidien de plus de 200 000 yens, ce qui représente un revenu annuel de plus de 100 millions de yens. Kenichi a encore du mal à croire que Primula ait pu construire tout cela à partir de rien en un mois, mais son succès est largement dû aux merveilleux produits de Kenichi. Kenichi est simplement content d'avoir pu passer les dernières semaines à faire ses propres activités, car cela a été très relaxant pour lui. Il aimerait pouvoir continuer à vivre une vie tranquille comme celle-ci, mais il semble qu'il va bientôt avoir un invité problématique, car la nouvelle de ses réalisations a atteint le château royal, et la princesse semble particulièrement intéressée à le rencontrer. À un moment donné, Primula est convoquée au château pour rencontrer Lady Eupatorium. Cette dernière est plutôt impressionnée par la manière dont Primula s'est débrouillée après seulement quelques semaines passées en ville. Pendant que Primula est occupée par sa réunion, Kenichi décide de retourner à la boutique de magie pour voir s'il peut acheter quelque chose d'utile. Là-bas, il repère un grimoire de magie explosive et se souvient de la manière dont le vieil homme l'avait utilisé lors de leur combat contre Shaga. Il propose immédiatement de l'acheter. En guise de petit bonus pour être un si bon client, la vendeuse lui offre gratuitement un livre de sorts ménagers. Une fois rentré à la maison, Primula raconte à Kenichi les détails de sa réunion avec Eupatorium. En gros, Eupatorium souhaite acheter une broche à Kenichi car elle en a vu une sur une autre noble et veut maintenant en avoir une aussi. Kenichi n'y voit pas d'inconvénient, car cela représente plus d'affaires pour lui. Il sort une broche de son stock, et par hasard, la gravure sur la broche ressemble beaucoup à Eupatorium. Kenichi demande alors à Primula de dire qu'elle a été faite sur mesure, ce qui permettra de la vendre à un prix plus élevé. Après le dîner, Kenichi sort pour commencer à travailler, mais Miale lui demande s'il veut l'accompagner dans un donjon. Kenichi ignorait que des donjons existaient dans ce monde, et il est très excité à l'idée d'y aller tout comme Anemone. Kenichi essaie de convaincre Anemone de rester à la maison, car les donjons ne sont pas sûrs pour une enfant comme elle, mais Anemone insiste, et Kenichi finit par accepter qu'elle les accompagne. Ils arrivent au pied d'une falaise, Kenichi distribue des lampes frontales à tout le monde, et ils entrent dans le donjon. Ils ne rencontrent aucun monstre, mais ils trouvent des pierres brillantes dans les parois. Kenichi entend déjà le son de l'argent qui tombe dans son compte en banque, alors il sort son générateur et sa perceuse pour se mettre au travail. Le bruit dans la grotte est assourdissant, mais qui a besoin d'entendre quand on est sur le point de devenir riche? Cependant, il ne veut pas qu'Anemone devienne sourde à l'adolescence, alors il demande à Miale de l'emmener à une distance sûre pour éviter le bruit. Miale s'apprête à le faire, mais soudain, elle sent quelque chose à proximité et avertit Kenichi de la menace imminente. Il s'avère que c'est une araignée de taille moyenne originaire d'Australie. Personnellement, j'aurais déjà commencé à courir, mais Kenichi sort son arbalète et se prépare à combattre. L'araignée semble coincée dans un passage étroit, alors Miale dit à Kenichi qu'ils doivent la tuer avant qu'elle ne s'échappe. Kenichi tire une flèche sur l'araignée, mais elle rebondit sur son exosquelette. Miale tire ensuite une flèche à son tour, visant les yeux de l'araignée, et cette fois-ci, elle parvient à lui infliger des dégâts. Il semble que les yeux de l'araignée soient son point faible, alors Kenichi demande à Anemone d'utiliser sa magie de feu pour les cibler. Malheureusement, Anemone est paralysée par la peur et ne sera d'aucune utilité contre cette créature. L'araignée parvient à se libérer du passage étroit et commence à lancer des toiles pour capturer Anemone, mais heureusement, Miale l'attrape et esquive les toiles.
La situation devient critique, alors Kenichi lance des pétards sur l'araignée pour la distraire et invoque sa moto pour s'échapper avec les autres. Il conduit à toute vitesse jusqu'à ce qu'ils sortent de la grotte, et heureusement, il semble que l'araignée ne les poursuit pas. Kenichi rentre directement à la maison. De retour, Kenichi raconte à Nyamuna et Primula ce qui s'est passé. Nyamuna est contrariée de ne pas avoir été invitée à participer à une aventure aussi excitante. Elle reproche à Mialet de l'avoir laissé de côté, mais Kenichi lui dit de ne pas se fâcher car il prévoit de l'emmener la prochaine fois. Après tout, il doit retourner dans la grotte car il a laissé son générateur là-bas, et il y a encore beaucoup de gemmes précieuses à extraire. Nyamuna est censée garder Primula pendant qu'elle travaille, mais Primula dit qu'elle prévoit de prendre quelques jours de repos, donc Nyamuna est libre de faire ce qu'elle veut. Pendant que les filles se sèchent, Kenichi se souvient qu'il a acheté un grimoire de magie explosive et demande à Anemone si elle aimerait l'essayer. Anemone court joyeusement vers la table pour commencer à s'entraîner, mais avant qu'elle ne termine l'incantation, Kenichi l'arrête car il ne veut pas que la maison explose. Il lui dit qu'il est content qu'elle soit enthousiaste, mais qu'elle pourra essayer le sort plus tard, de préférence loin de la maison. Nyamuna propose alors d'apprendre à Anemone tout ce qu'il faut savoir pour être une aventurière, et le lendemain, elle commence à s'entraîner pour vaincre l'araignée. Une fois leurs affaires prêtes, Kenichi demande à Anemone si elle est sûre de vouloir y retourner, et elle lui dit qu'elle est parfaitement d'accord. Ils entrent donc tous ensemble dans la grotte. Après avoir marché un moment, ils arrivent à l'endroit où ils ont été attaqués par l'araignée. Kenichi trouve son générateur et son marteau-piqueur par terre à proximité, et il se souvient que l'araignée est apparue dès qu'il a commencé à utiliser cet engin. Il l'allume et commence à marteler la gemme pour attirer l'araignée. Quelques secondes plus tard, l'araignée émerge du trou, et Kenichi invoque plusieurs bombes insecticides, demandant à tout le monde de viser directement l'araignée. Une fois qu'elle a été touchée par une bonne quantité de poison, Kenichi demande à Anemone d'utiliser sa magie de feu sur elle. Cette fois, Anemone obéit et lance une boule de feu sur l'araignée, l'enflammant et la forçant à battre en retraite. Tout le monde félicite Anemone pour son excellent travail, mais ils doivent encore achever l'araignée. Ils la suivent à travers le tunnel et finissent par la trouver assise dans une caverne ouverte. Ils ne la laisseront pas s'échapper, alors ils commencent à la vaporiser avec encore plus d'insecticides, ce qui finit par la tuer. Mais le groupe a un problème encore plus gros à régler. Une araignée géante dans le coin de la caverne vient de se réveiller. Celle-ci est une femelle, donc elle est 5 fois plus grosse que le mâle qu'ils viennent de tuer, mais cela signifie aussi qu'elle est trop grande pour passer par le passage. Tant qu'ils peuvent sortir, elle mourra probablement de faim, mais avant qu'ils ne puissent s'échapper, l'araignée bloque la sortie. Si l'araignée les attaque maintenant, ils sont perdus, alors Vel intervient et court sur les pattes de l'araignée pour lui crever un œil. Maintenant qu'elle est aveugle, elle ne peut plus les attaquer, alors Kenichi demande à tout le monde de vider leurs bombes insecticides sur elle. Il demande ensuite à Anemone d'utiliser sa magie de feu sur l'araignée, ce qu'elle fait, mais bien que cela mette l'araignée en feu, cela ne lui inflige pas beaucoup de dégâts. Kenichi suppose que l'araignée doit avoir une certaine résistance à la magie, mais même si c'est le cas, il ne comprend pas pourquoi elle ne les attaque pas. Nyamuna explique que puisque l'araignée est déjà aveugle et qu'elle ne peut pas les tuer, elle compte probablement bloquer la sortie avec son corps jusqu'à ce que tout le monde meure de faim. Kenichi est furieux que l'araignée utilise une tactique aussi sournoise, mais comme ils ne sont pas en danger immédiat, il prend un moment pour aller récupérer le cadavre de l'autre araignée de l'autre côté de la caverne. Pendant ce temps, Nyamuna et Mialet continuent de vaporiser autant d'insecticides que possible sur l'araignée, mais peu importe la quantité utilisée, elle ne tombe pas. Ils sont à court d'options, alors Kenichi décide de prendre des mesures drastiques et achète une pièce de machinerie lourde, une pelleteuse. Nyamuna est choquée par ce qu'elle voit et demande ce que c'est, alors Anemone explique que Kenichi peut invoquer ses engins pour l'aider à combattre. Alors que Kenichi monte dans la cabine de la pelleteuse, Anemone lui dit qu'elle veut monter avec lui, et elle n'accepte pas de refus. Kenichi accepte qu'elle l'accompagne, juste cette fois. Il charge l'araignée avec la pelleteuse et essaie de la frapper avec le godet, mais l'araignée s'agrippe à l'engin et commence à essayer de grimper dessus. Heureusement, Kenichi reprend le contrôle et jette l'araignée au sol. Il essaie ensuite de l'achever en l'écrasant avec le godet, mais le pire se produit, le moteur cale. Kenichi essaie désespérément de redémarrer la pelleteuse, mais sans succès. Anemone essaie de lui gagner du temps et commence à incanter un sort de magie explosive. Même si c'est sa première fois, elle récite parfaitement le sort et lance une explosion qui projette l'araignée contre le mur. Kenichi parvient enfin à redémarrer la pelleteuse et charge à nouveau l'araignée, l'écrasant contre le plafond jusqu'à ce qu'elle meure enfin. Une fois tout cela terminé, Kenichi range sa pelleteuse ainsi que le corps de l'araignée. Normalement, il serait très contrarié d'avoir dépensé 10 millions pour la pelleteuse, mais après avoir extrait les gemmes, il a gagné plus qu'assez d'argent pour couvrir les coûts. De retour à la surface, Kenichi demande à Anemone comment elle a réussi à apprendre la magie explosive, car il ne se souvient pas l'avoir vue s'entraîner. Elle lui dit que c'était la première fois qu'elle essayait, ce qui rend son exploit encore plus impressionnant. Il rentre finalement à la maison, et bien que Primula savait qu'ils allaient chasser l'araignée,
Elle n'aurait jamais imaginé qu'elle serait aussi grosse. Après que Primula se soit calmée, Kenichi rentre pour préparer le dîner, mais à l'horreur de tous, il prévoit d'utiliser un œuf trouvé dans l'araignée pour le cuisiner. Tout le monde pense que ce sera dégoûtant, mais Kenichi est curieux de savoir quel goût a un œuf d'araignée géante, alors il commence à préparer une omelette. Il ajoute d'autres ingrédients, et une fois terminé, le plat a l'air plutôt bon. Anémone décide de tenter sa chance et en goûte un morceau, et à sa surprise, l'œuf est délicieux. Les autres décident d'en goûter aussi, et Primula est impressionnée car elle remarque que Kenichi a utilisé du fromage, un ingrédient très cher dans ce monde car il n'est produit que dans une région particulière. Cependant, Kenichi lui dit qu'il est en fait très facile de faire du fromage. Dès qu'il dit cela, Primula se rapproche de lui et lui demande de lui apprendre à en faire. Kenichi n'aime normalement pas révéler ses recettes, mais comme Primula est si insistante, il décide de lui montrer comment faire. Il suffit de lait, de vinaigre de cidre et d'un tissu à fromage, et une fois le mélange terminé, on obtient une belle portion de fromage frais. Tout le monde en goûte un morceau et est émerveillé par le fait que Kenichi sache faire quelque chose d'aussi délicieux. Mais soudain, Primula demande à Kenichi si elle peut partager cette recette avec Lady Eupatorium. Kenichi n'aime vraiment pas l'idée de s'impliquer avec la noblesse, alors il demande à Primula pourquoi elle veut la partager avec Eupatorium. Primula explique que ces derniers jours, son entreprise de nourriture a été harcelée sans arrêt, et c'est plus que Nyamuna ne peut gérer. L'entreprise de Primula est ciblée parce qu'elle n'achète pas ses épices auprès du syndicat des épices, et Togalom, l'un des marchands les plus corrompus de la ville, est derrière tout cela. Primula ne peut pas s'occuper de Togalom seule, c'est pourquoi elle veut se mettre dans les bonnes grâces d'Eupatorium pour qu'elle règle le problème à sa place. Encore une fois, Kenichi n'aime pas l'idée de compter sur les nobles, alors il dit à Primula qu'il serait plus qu'heureux d'écraser Togalom sous sa pelleteuse, mais Primula lui dit que ce n'est pas nécessaire car elle préfère éviter une confrontation physique autant que possible. Kenichi comprend et dit à Primula qu'elle peut utiliser sa recette, mais il ne veut pas que Patorium commence à l'embêter, alors il lui demande de garder son identité secrète. Le lendemain, Togalom est dans son bureau quand soudain, un de ses hommes de main lui apporte un décret de Lady Eupatorium disant que quiconque causera des problèmes à l'entreprise de Primula sera sévèrement puni. Même Togalom n'est pas assez stupide pour aller à l'encontre d'un décret d'une noble, mais il est toujours confiant qu'il finira par obtenir ce qu'il veut. Les choses reviennent à la normale pour Primula, et elle peut continuer son activité sans être harcelée. Mais quelques jours plus tard, Eupatorium se présente au domicile de Kenichi car elle veut le rencontrer. Primula n'a pas du tout mentionné Kenichi, mais Eupatorium connaît déjà tous ses exploits grâce à Dahlia, c'est pourquoi elle est venue ici pour demander un service à Kenichi, et ce dernier sent déjà que cela va être compliqué. En gros, Eupatorium a été chargé de construire un canal à travers le royaume, mais elle est en retard sur le chantier, et si le projet n'est pas terminé bientôt, son financement sera coupé et ses terres pourraient même lui être retirées. La section restante du canal à construire mesure 15 km, et elle doit le terminer en un mois, alors elle supplie Kenichi de l'aider. Elle était prête à lui offrir n'importe quelle récompense, même son corps, mais Kenichi lui dit qu'il n'est pas intéressé. Eupatorium est déçu d'avoir été rejeté, mais elle a encore une chose à offrir, un grimoire spécial appelé Haute Protection. Kenichi ne sait pas vraiment ce que c'est, mais Mialet en a entendu parler et lui explique que c'est un sort extrêmement puissant qui permet de bloquer n'importe quelle attaque. Cela pique l'intérêt de Kenichi, car cela pourrait aider à protéger Anémone, alors il accepte d'aider Eupatorium. Mais avant de commencer les travaux, il a besoin de fonds, alors il demande à Eupatorium de lui donner tous les meubles inutilisés qu'elle possède pour les évaluer et obtenir de l'argent grâce à son système. Une fois cela fait, Kenichi gagne environ 120 millions de yens, ce qui est plus que suffisant pour couvrir les coûts de sa machinerie lourde, alors il est prêt à commencer. Tout le monde monte dans la voiture de Kenichi pour se rendre sur le chantier, et en chemin, Eupatorium demande à Kenichi s'il est vraiment sûr de ne pas vouloir son corps comme récompense. Kenichi lui répond fermement que non, mais cela rend Eupatorium contrarié, car elle sait qu'il n'a aucun problème à coucher avec des femmes bêtes, alors pourquoi pas avec elle? Ils arrivent finalement sur le chantier, et Kenichi tombe sur les frères de Mialet, Nyakro, Nyarumulo et Nyanji. C'est agréable de les revoir, mais Kenichi est curieux de savoir pourquoi ils travaillent ici. Ils ont reçu une grosse somme d'argent après avoir tué Shaga, alors ils auraient dû être à l'abri du besoin pendant longtemps, mais une chose en a conduit à une autre, et après une frénésie de jeu d'argent, ils sont de nouveau fauchés. Soudain, Nyamuna arrive pour voir ce qui se passe, et dès que les frères de Mialet la voient, ils tombent pratiquement amoureux. Mais pour en revenir au sujet, Eupatorium présente Kenichi à Porage, l'homme qu'elle a engagé pour superviser les travaux de construction. Porage lui dit qu'elle n'avait pas besoin de venir en personne, mais Eupatorium insiste sur l'importance de sa présence car elle a amené quelqu'un pour aider. Elle explique que Kenichi pourra accélérer considérablement les travaux car c'est un mage, mais Kenichi précise qu'il est juste un marchand. Quoi qu'il en soit, Porage n'a aucune raison de refuser de l'aide supplémentaire, alors il continue son travail et demande à Eupatorium de vérifier la facture pour l'équipement nécessaire.
Pendant que Eupatorium examine la facture, Primula y jette aussi un coup d'œil et est dégoûtée par les prix qu'elle voit. Elle demande à Eupatorium de la laisser s'occuper de la facture, et après l'avoir lue en entier, elle est convaincue que Porrage essaie de l'escroquer. Porrage se défend en disant qu'il doit faire un profit, et qu'il n'y a pas d'autres marchands chez qui Eupatorium pourrait commander 1000 haches. Cependant, il se trompe sur ce dernier point, car Primula se tourne simplement vers Kenichi et lui demande s'il peut obtenir 1000 haches. Kenichi achète les haches dans son magasin et demande à Eupatorium si ce type de hache convient. Elle lui dit que c'est parfait, mais elle est curieuse de savoir combien il va facturer, alors Primula dit qu'Eupatorium n'aura qu'à payer une pièce d'argent par hache. C'est un prix ridiculement bas, alors Eupatorium demande si Kenichi est vraiment d'accord, et il lui dit qu'elle peut considérer cela comme un rabais entre amis. Eupatorium est ravi d'entendre cela et décide d'acheter auprès de Kenichi, puis elle licencie Porrage. Porrage se met en colère et lui rappelle qu'il est ici au nom de la compagnie de commerce Togalom, et que s'opposer à eux ne se terminera pas bien pour elle. Kenichi se souvient que Togalom est celui qui a causé tous les problèmes avec l'étal de Primula, et apparemment, il est si influe que même le seigneur lui demande parfois de l'aide, donc se mettre à dos Togalom pourrait causer beaucoup de problèmes. Mais pour l'instant, la construction du canal est plus importante, alors tout le monde se met au travail. Comme sa pelleteuse va être beaucoup utilisée, Kenichi aura besoin de beaucoup de carburant, alors il sort 3 barils de carburant, et quelques minutes plus tard, les travaux commencent enfin. La machine de Kenichi est d'une grande aide, car elle peut faire en quelques minutes ce qui leur prendrait des heures. Après une longue journée de travail, Kenichi prépare un repas pour ses amis et en propose à Eupatorium. Elle est surprise qu'il puisse préparer un repas aussi décent alors qu'ils sont au milieu de la forêt, et c'est absolument délicieux. Kenichi remarque que Nainji et les autres regardent la nourriture de loin, alors il les invite à venir manger avec lui, mais ils ne sont pas les seuls à avoir faim. Presque tous les ouvriers sont affamés car la taverne où ils mangent habituellement est en ville, et il serait trop cher pour eux de faire le trajet. Primula se sent mal pour eux, alors elle a une idée et demande à Kenichi la permission d'utiliser sa recette pour nourrir tous les ouvriers. Bien sûr, elle va toujours les faire payer, mais ce sera à un prix raisonnable pour que tout le monde puisse se permettre de manger. Tous les ouvriers sont ravis d'avoir de la nourriture, alors le chantier se transforme pratiquement en fête, et Eupatorium adore l'ambiance animée. Plus tard dans la soirée, Kenichi installe un bain et dit à Eupatorium qu'elle peut l'utiliser pour se laver. Eupatorium est émerveillé que Kenichi puisse créer un bain ici au milieu des bois, mais alors qu'il s'apprête à partir, elle lui attrape le bras et lui ordonne de se baigner avec elle. Kenichi essaie de résister car il est techniquement marié à Primula et doit s'occuper d'Anémone, donc il ne peut pas se laisser aller à ses envies. Eupatorium admire le fait que Kenichi tienne tant à sa famille, car en ce qui concerne la sienne, ils ne l'ont jamais vraiment considéré comme une personne. Tout ce qui intéressait ses parents, c'était de savoir qui Eupatorium allait épouser. Kenichi lui dit que c'est triste, mais que cela ne le concerne pas, alors il quitte la salle de bain avant qu'Eupatorium n'essaie de le séduire à nouveau. Le lendemain matin, Kenichi se réveille tôt, et la première chose qu'il voit, c'est Eupatorium en train de travailler dur pour distribuer de la nourriture à tous les ouvriers. Pendant un instant, il commence à penser que ce ne serait peut-être pas si mal de céder à Eupatorium au moins une fois. Dès qu'il commence à penser cela, toutes les filles se rapprochent de lui car elles savent ce qu'il a en tête, mais il leur dit qu'il ne coucherait pas vraiment avec Eupatorium car elle est une femme mariée, et il est assez intelligent pour éviter ce genre de drame. Eupatorium sait que Kenichi ne veut pas céder à ses avances, mais elle a tout un mois devant elle, donc tôt ou tard, elle le fera craquer. Quelques instants plus tard, Porrage et un de ses associés reviennent sur le chantier pour se plaindre car aucun ouvrier ne vient manger à leur taverne. Primula leur explique que c'est parce qu'elle a commencé à leur vendre de la nourriture à un prix abordable, donc ils n'ont plus besoin d'aller à leur taverne. Elle leur fait comprendre que la raison pour laquelle ils ont perdu leurs clients n'est pas parce qu'elle les a volés, c'est parce qu'ils fixaient leur prix beaucoup trop haut, donc s'ils veulent un jour retrouver leur clientèle, ils doivent commencer à être plus honnêtes dans leurs affaires. Après cela, les travaux continuent comme d'habitude, et une fois les arbres abattus, Kenichi passe avec sa pelleteuse pour ranger tout le bois et les débris dans son stock. Ils font de bons progrès sur le canal, et à midi, les serviteurs d'Eupatorium arrivent enfin, donc il y a beaucoup plus de monde qu'avant, et l'eau commence à devenir un problème. Il pourrait en acheter dans son magasin, mais ce serait très cher, alors il décide de faire un deal avec les hommes bêtes. Il lui parle d'une source à proximité, mais elle est pratiquement impossible à atteindre sans une agilité féline, alors Kenichi leur propose de leur donner de l'alcool s'ils lui apportent de l'eau. Les hommes bêtes adorent l'alcool, alors ils acceptent volontiers son offre, et en peu de temps, le problème d'approvisionnement en eau de Kenichi est résolu. Pendant que tous les hommes bêtes profitent de leur alcool, Kenichi dit qu'il va se coucher, mais avant qu'il ne parte, une Eupatorium ivre lui passe un bras autour des épaules et commence à l'entraîner vers la chambre, et disons simplement que Kenichi a cédé. Un peu plus tard, Eupatorium s'endort, alors Kenichi quitte la chambre d'amis et essaie de retourner dans la maison principale, mais Anémone ne le laisse pas entrer car elle sait ce qu'il a fait. Finalement,
La dernière section du canal est terminée dans le délai d'un mois et est officiellement ouverte. Lors d'une cérémonie en présence de la famille royale, Kenichi voulait éviter la cérémonie, mais Eupatorium l'a finalement forcé à y assister. Au milieu de la cérémonie, Eupatorium appelle Kenichi pour qu'il démontre la magie unique qui a rendu ce projet possible. Kenichi n'a plus le choix, alors il décide de jouer le jeu et invoque sa pelleteuse pour faire une petite démonstration devant tout le monde. La foule est émerveillée de voir Kenichi équilibrer une bûche au bout de la pelleteuse, et c'est vraiment impressionnant, mais où Kenichi a-t-il appris à faire ça? Après la cérémonie, Eupatorium est approché par le vicomte Timbergia, qui ne peut pas croire que le mage qui a vaincu Shaga est en fait un Astrantia. Il était sûr qu'Eupatorium allait perdre ses terres et devoir fuir le pays, mais Eupatorium rit à sa figure et lui dit que sa blague est presque aussi drôle que ce ridicule excuse de moustache qu'il porte. Kenichi voit tout cela et suppose que c'est juste une rivalité entre nobles, mais Primula remarque quelque chose d'inquiétant. Il y a un vieil homme dans le carrosse de Timbergia, et c'est le même homme qui a été déchu de son statut à Dahlia après qu'il a été découvert qu'il avait engagé Shaga pour kidnapper Primula. Le lendemain, Kenichi rencontre Graham, le mari d'Eupatorium, qui veut le remercier personnellement pour toute l'aide qu'il a apportée à la réalisation du projet. Jusqu'à présent, il n'avait pas vraiment fait d'efforts pour maintenir son territoire, mais après avoir failli le perdre à cause du délai, il est prêt à tourner la page. De plus, il y a une autre chose dont il veut parler à Kenichi, il a trouvé une des images que Kenichi a vendues il y a quelque temps, et il veut vraiment savoir comment Kenichi les a faites. Kenichi lui montre tout le processus d'impression, et Graham écoute chaque mot avec enthousiasme, mais il ne sait pas qu'il parle à l'homme qui a couché avec sa femme. Après que Kenichi lui a appris à faire les images, ils reviennent à leur discussion, et Graham dit qu'il aimerait engager Primula pour s'occuper des finances d'Astrantia. Primula est reconnaissante pour cette opportunité, mais ce serait trop pour elle de s'en occuper seule, alors elle demande à Graham si elle peut demander de l'aide à son père. Graham sait que Mallow, de la compagnie de commerce Mallow, est une figure importante à Dahlia, alors il serait ravi d'avoir un si bon marchand travaillant avec lui, mais il n'est pas sûr que ce soit une bonne idée car établir des liens avec l'un des marchands les plus influents de Dahlia pourrait pousser Togalom à agir. Kenichi a beaucoup entendu parler de Togalom récemment, alors il demande pourquoi Graham ne se contente pas de le chasser d'Astrantia puisqu'il ne l'aime clairement pas. Graham est gêné de l'admettre, mais avec le budget actuel d'Astrantia, ils ne peuvent pas se permettre un ordre de chevalier, donc si cela venait à une bataille contre Togalom et ses hommes, ils perdraient sûrement. Cependant, Eupatorium dit à son mari qu'ils ont de bonnes chances de gagner car ils ont Kenichi et sa machine magique, et elle est sûre que Kenichi serait prêt à se battre pour eux. Après tout, c'est son ami. Kenichi n'aime pas qu'on l'implique toujours dans des choses compliquées, mais comme la situation est assez sérieuse, il accepte d'aider à combattre Togalom si cela devient nécessaire. Plus tard dans la soirée, Kenichi et les autres retournent à leur emplacement d'origine, et Kenichi replace leur maison. Ils ont également reçu le grimoire de haute protection que Eupatorium leur a promis, donc Anémone pourra bientôt commencer à apprendre le sort. Mais pour l'instant, tout le monde prend un bain sous les étoiles pour se détendre. Pendant ce temps, dans la capitale royale, la princesse Lilith se rend auprès de sa mère pendant qu'elle travaille, car elle a entendu dire qu'il s'était passé quelque chose d'intéressant. La reine lui raconte que le vicomte d'Astrantia a réussi à construire une section du canal dans les délais impartis. C'est assez amusant, car auparavant, elle recevait sans cesse des lettres de Timbergia lui demandant de destituer le vicomte d'Astrantia de ses terres et de son statut pour incompétence. Il est évident que Timbergia voulait s'emparer d'Astrantia pour lui-même, mais la reine aurait été obligée d'agir si le vicomte avait échoué dans ses obligations. Cependant, un mage extrêmement talentueux est apparu et l'a aidé à terminer la construction en un temps record. Ce mage n'est autre que Kenichi, qui a déjà une longue liste de réalisations à son actif. La princesse pense qu'il serait peut-être approprié de lui conférer un jour le titre de chevalier sacré. Pendant ce temps, Kenichi profite encore de son bain avec tout le monde lorsque Nyamena mentionne à quel point il est impressionnant qu'Anémone puisse utiliser la magie aussi facilement. Kenichi suppose qu'Anémone a dû hériter de ses capacités magiques de sa mère, alors il lui demande si elle sait quelque chose à son sujet. Anémone répond que c'est sa mère qui lui a donné son nom, mais à part cela, elle n'a pas beaucoup d'informations. Le lendemain, Kenichi emmène Anémone à la boutique de magie pour qu'elle puisse faire enregistrer son nouveau grimoire de haute protection. Une fois cela fait, Anémone se précipite dans un coin pour commencer à lire son nouveau grimoire. Pendant ce temps, Kenichi demande à la boutique si elle connaît une femme décédée il y a environ 10 ans. Il cherche des indices sur l'identité de la mère d'Anémone, qui devait probablement être une grande mage. La boutique n'est pas sûre que cela ait un lien avec Anémone, mais elle se souvient avoir entendu parler d'une mage célèbre connue sous le nom d'Argent Armia, qui a disparu il y a 10 ans. Par coïncidence, le livre de haute protection qu'Anémone vient d'obtenir appartenait autrefois à Armia, ce qui amène Kenichi à penser qu'il pourrait y avoir un lien entre elle et Anémone. Un peu plus tard, alors que le groupe rentre chez lui, Anémone ressent une soudaine envie d'utiliser le grimoire. Elle s'assoit par terre et commence à lancer le sort de haute protection. Elle s'en sort plutôt bien pour une première fois,
mais au moment où le mur de protection commence à se former, il s'effondre complètement. Anemone se recroqueville alors de douleur sur le sol. Kenichi pense que cela doit être lié à son sort raté, mais en réalité, Anemone a tout simplement ses premières règles. Quelques heures et quelques analgésiques plus tard, Anemone retrouve sa bonne humeur habituelle. Le lendemain, Kenichi remarque une calèche approchant de sa maison, et Malo semble savoir quelque chose qu'il ignore, car il a conduit sa calèche à travers un lac. Quoi qu'il en soit, il est venu pour rendre visite à Primula, mais aussi pour discuter des mesures à prendre pour se débarrasser de Tugalum. Cependant, avant cela, Kenichi a quelque chose d'important à dire à Malo. Depuis un moment, il appelle Primula sa femme, mais il ne lui a jamais officiellement demandé sa main. Il souhaite donc le faire maintenant. Primula vit avec Kenichi depuis des mois, mais elle est profondément touchée par ce geste, et Malo ne pourrait pas rêver d'un meilleur gendre. Ce soir-là, un festin est organisé pour célébrer le mariage officiel de Kenichi et Primula, et quant aux mesures contre Tugalum, il prévoit de créer une entreprise pour l'évincer complètement du marché. Le lendemain, une autre calèche se présente devant la maison de Kenichi, mais cette fois, c'est Paul qui est venu chercher Primula. Cependant, il est dévasté d'apprendre qu'elle est déjà mariée à Kenichi. En fait, après que Paul ait proposé à Primula il y a quelque temps, elle l'a ignoré et a disparu du pays, ce qui est bien pire qu'un simple non. Il est venu dans l'espoir qu'elle pourrait reconsidérer le mariage, mais il respecte Kenichi et ne veut pas insister davantage. Pendant ce temps, en ville, Tugalum finit par apprendre que Malo ouvre une boutique à Astrantia, et il comprend que cela signifie qu'il défie son monopole. Plus tard dans la journée, Kenichi et tout le groupe arrivent sur le marché aux côtés du vicomte et d'Eupatorium. Eupatorium essaie actuellement de convaincre son mari de construire une route jusqu'à la maison de Kenichi pour pouvoir lui rendre visite plus souvent, mais Kenichi lui dit que ce serait une perte d'argent. Pour l'instant, il demande aux nobles de rester dans la calèche avec Malo et Primula pendant que lui et les autres s'occupent du groupe de Tugalum. Kenichi se dirige alors vers l'une des boutiques appartenant à Tugalum, et un assistant vient immédiatement l'aider. Kenichi invoque alors le cadavre d'une araignée géante en plein milieu du magasin. Tout ce remue-ménage finit par attirer l'attention de Tugalum, qui sort avec plusieurs hommes armés pour régler le problème. Dès que Kenichi le voit, il se présente comme un mage et déclare qu'il est là pour se venger de tous les ennuis que Tugalum a causés à Primula. Cependant, Tugalum ne considère pas Kenichi comme une menace et ordonne à ses hommes d'attaquer. Cependant, ces hommes hésitent à combattre Kenichi, et à juste titre, car il a sorti un cadavre d'araignée géante comme si de rien n'était. Tugalum finit par convaincre ses hommes que Kenichi a dû trouver le cadavre de l'araignée dans la forêt et essaie de les bluffer pour éviter un combat. Mais Kenichi n'est pas venu seul, il a toute son équipe avec lui, et Paul est prêt à se baigner dans le sang de ses ennemis. Tugalum réalise que cela va être plus difficile que prévu, mais il reste confiant car ses hommes sont bien plus nombreux que les amis de Kenichi. Soudain, Vel rejoint la bataille, et comme les lynx sont considérés comme les messagers sacrés du dieu des peuples félins, aucun des félins ne veut plus se battre. Ils déposent leurs armes et partent. Tugalum n'a donc plus l'avantage du nombre et se retire dans son complexe pour s'échapper. Kenichi et les autres le poursuivent à l'intérieur, mais il semble que cela faisait partie du plan de Tugalum, car il avait encore plus d'hommes en attente à l'intérieur, et ceux-ci sont des peuples canins, qui n'ont aucun problème à affronter le Saint-Chat. Le chef des canins saute pour attaquer Kenichi, mais Paul intervient pour le sauver, et une bataille générale éclate. Nyamena et Mialet se joignent à la mêlée avec leurs armes, et leur haine profonde pour les chiens les motive à infliger des coups mortels. Pendant ce temps, Paul combat toujours le chef des canins, mais il est pris au dépourvu par un poignard lancé contre lui. Heureusement, Vel le sauve, et il peut reprendre le combat, tranchant le chien en deux. Kenichi sort alors sa pelleteuse et commence à tout détruire dans le complexe de Tugalum, écrasant probablement quelques personnes au passage. Tugalum réalise qu'il est en train de perdre et essaie de fuir le complexe, mais Kenichi le suit et invoque une machine encore plus grande pour détruire le bâtiment une fois pour toutes. Cependant, Malo lui dit d'arrêter, car il a besoin d'un endroit où s'installer une fois que la société Malo sera établie à Astrantia. Kenichi accepte d'arrêter, mais Tugalum commence à crier que Kenichi ne s'en tirera pas comme ça. Kenichi lui répond au contraire qu'ils s'en sont déjà tirés, car même si Kenichi a commencé la bagarre, ce sont les hommes de Tugalum qui ont tiré leurs épées en premier. Il se trouve que Kenichi escortait le vicomte aujourd'hui, donc une attaque contre lui peut être considérée comme une tentative d'assassinat sur le vicomte. Tout cela est bien sûr inventé, mais Kenichi a le vicomte de son côté, et il suffit d'un mot de lui pour que Tugalum soit emprisonné pour tentative de meurtre. Tugalum n'a donc d'autre choix que d'écouter les demandes du vicomte, qui lui ordonne de quitter Astrantia immédiatement et de ne jamais revenir. Alors que Tugalum fait ses valises avec les quelques affaires qu'il est autorisé à emporter, il monte dans la calèche avec sa famille et admet avec dignité qu'il a perdu, mais seulement parce qu'ils avaient Kenichi. Il sait aussi que tous les récents succès de Malo avec ses brutes et ses vélos doivent être dus à Kenichi, alors il le félicite pour avoir trouvé un si bon partenaire. Mais il lui rappelle qu'il a encore des ennemis, comme celui qui a payé pour enlever Primula,
alors il ferait mieux de surveiller ses arrières, car ce ne sera pas la dernière fois qu'ils entendront parler de Tugalum. Juste à ce moment, une calèche arrive pour remettre une lettre au vicomte. La lettre vient du palais royal et ordonne au vicomte d'envoyer Kenichi à la capitale royale dès que possible pour qu'il rencontre le roi. Comme il s'agit d'un décret royal, ils n'ont pas le droit de refuser la convocation, mais ils ignorent pourquoi la famille royale souhaite voir Kenichi. Tugalum a tout entendu et rit de manière hystérique, disant à Kenichi que se faire remarquer autant ne pouvait qu'attirer des ennuis tôt ou tard. Alors que Tugalum s'éloigne, Kenichi réfléchit à ce qu'il a dit à propos de l'enlèvement de Primula, et maintenant qu'il y pense vraiment, quelle aurait pu en être la raison? Chagall a évidemment fait parce qu'un noble l'a payé, et au début, Kenichi pensait que le noble était simplement amoureux de Primula, mais peut-être que cela va plus loin. Le noble a peut-être tiré des ficelles pour étouffer l'affaire, mais il est possible que le syndicat des épices ait été impliqué dans l'enlèvement. Ils essayaient probablement de saboter l'entreprise de Malo par jalousie face à tous les succès qu'il a obtenus en vendant les produits de Kenichi. Et si c'est vraiment ce qui s'est passé, alors Kenichi est potentiellement responsable de l'enlèvement de Primula. Ce soir-là, Kenichi discute avec Primula et Malo et leur dit qu'il veut arrêter temporairement de leur vendre des produits. Il explique toute la théorie selon laquelle Malo est ciblé parce qu'il a accès à des produits exclusifs, et Kenichi ne veut pas lui causer de problème. De plus, avec la convocation du roi, Kenichi ne sait pas à quel genre d'ennui il pourrait avoir à faire face, alors il préfère ne pas impliquer l'entreprise de Malo. Cependant, Primula dit à Kenichi qu'il se trompe sur un point, il ne leur cause pas des ennuis, c'est simplement le risque qui accompagne les affaires rentables. Kenichi lui rappelle qu'elle a failli mourir à cause de ces risques, mais Primula est prête à l'accepter. Elle a déjà décidé de vivre aux côtés de Kenichi, et avec le pouvoir qu'il possède, il était inévitable que la famille royale finisse par s'intéresser à lui. Quoi qu'il arrive, elle veut continuer à le soutenir. Le lendemain, la famille de Marie est enfin prête à s'installer dans la baronnie de Paul, alors Anémone dit au revoir à Marie alors que la calèche part. Après cela, Kenichi fait ses valises, et au début, il voulait simplement ignorer la convocation royale et s'enfuir, mais cela causerait beaucoup de problèmes au vicomte. Il finit donc par se rendre à la capitale royale en voiture avec sa famille.